Si j'avais été une femme calme, bien à ta place. Oui, bien à ma place, je serais restée. Tu regrettes pas? Non. Une des dernières choses qu'ils m'ont dit que c'était ma seule valeur ajoutée, c'était d'être le champion de la diversité. C'est vachement dur à accepter parce que j'ai jamais joué cette carte nulle part. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une belle IPO? On n'a pas fait une belle IPO. Oh. Qu'est-ce que tu as appris pour faire une mauvaise IPO? La Silicon Valley, ça a été bâti sur des gens qui étaient rebelles. La seule chose qu'ils voulaient, c'était vraiment créer des produits qui changent le monde. Tu as été passé chez Google où tu as emmené un business de 8 à 16 milliards. Chez Pinterest, chez Square, c'est des entreprises qui ont eu des croissances incroyables. J'aurais payé pour être à Google. I'm the old lady. La vieille femme, je suis la vieille dame maintenant. La sage. Tu vas pas être déplacé par l'IA, mais tu vas être déplacé par les gens qui savent utiliser l'IA. Ouais, donc Joe's Pizza, c'est une institution. Oui, c'est une institution, sauf que le problème, c'est qu'il y a une queue de ouf tout le temps. Augustin, hier, il a voulu y aller, il a pas pu. C'est un truc où tu manges à l'intérieur, tu déjeunes, tu dînes. Déjà, ils ont un site internet, c'est pas mal, non? Mais mec, il est dégueulasse, il est hyper à l'ancienne. Enfin, on pourrait juste prendre des réservations, tu vois. Faut le faire avec Squarespace, ça se fait en 2 secondes. Oui, mais en fait, il va dire qu'il sait pas faire. Enfin, tu vois, lui, Squarespace, le mec, il s'en fout de la technologie. Non, mais c'est le principe de Squarespace. Tout le monde sait faire avec Squarespace. Même un mec qui a limite utilise jamais un ordi. Sans problème. Ça se fait Ok, comme ça. t'as 4 minutes, tu rentres dedans, en 4 minutes, tu dois lui pitcher Squarespace. Vas-y. J'ai pas besoin de 4 minutes, je te le fais en 2 minutes, 1 Vas-y, minute. vas-y. T'as une IA, tu parles avec, tu lui dis tiens, je voudrais un site comme ci, comme ça. T'as des templates et tout ça. Et tout se fait en 1 heure, je te mets ma main à couper qui se fait un site internet. 1 heure. Ouais, t'as pas besoin d'être graphiste, designer, tout ça. C'est eux qui font tout ce job-là. Bah, tu sais quoi, viens, on va lui pitcher. Vas-y. Allez, on va lui pitcher. Tu m'as dit 2 minutes. 2 minutes. Bon, on est allé voir Joe's Pizza, je crois qu'on l'a convaincu, il était chaud bouillant, il y connaît rien, il est total à la ramasse, mais on s'en fout parce qu'avec squarespace.com, il fait son site en 1 heure, il sait pas faire de dev, il sait pas faire de design, et comme moi, il peut faire son site hyper facilement, comme vous devez le faire maintenant. Vous allez sur squarespace.com, vous utilisez le code DOIT, plus tard c'est trop tard, avec le code DOIT, vous aurez 10% de remise, c'est bon, allez-y, maintenant. François, tu te décris comme une optimiste cynique avec de la pugnacité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que je crois toujours à la possibilité des gens de faire des choses extraordinaires, mais que j'ai quand même un sens de l'humour et je comprends quand on rate des choses. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup en anglais aussi, qu'on dit, c'est fail fast, ce qui veut dire échouer très rapidement. Et on apprend. Et en fait, c'est jamais un échec, c'est toujours une façon d'apprendre quelque chose de nouveau. Ok. Mais pourquoi cynique? Parce que optimiste, pugnace, je comprends. Cynique, je pense que je le dis plus dans un sens avoir de l'humour et se prendre pas trop au sérieux. Je pense que c'est ce que je veux dire en cynique. C'est que je prends pas les gens au sérieux, je me prends pas tellement au sérieux parce que c'est dans ma nature. C'est aussi un peu en contraste avec une culture américaine qui est toujours extrêmement positive. Donc moi j'ai grandi dans une culture qui développe souvent un sens critique assez fort. Donc en fait j'ai gardé ça, ce côté un peu self-critical qu'on apprend très rapidement en France. C'est en effet quelque chose qu'on a senti ici depuis près d'une semaine qu'on est aux États-Unis. La self-critique, comme on dit, comme on cherche le terme, l'autodérision, c'est pas un... Non, l'autodérision, c'est pas quelque chose de commun aux États-Unis. Toi, tu as fait une carrière, ça fait près de 30 ans que tu es aux États-Unis, 20 ans que tu es dans des tech, on peut même dire big tech. Tu as été passé chez Google où tu as emmené un business de 8 à 16 milliards, j'ai lu quelque part, de chiffre d'affaires, avec des milliers de personnes qui bossaient dans tes équipes. Chez Pinterest, chez Square, c'est des entreprises assez hallucinantes qui ont eu des croissances incroyables. J'ai un sentiment, depuis qu'on est arrivé dans la vallée, qu'il y a une fracture qui est en train de se faire, peut-être un point de bascule. Alors, il y en a plusieurs en même temps, mais celui dont je parle là, c'est peut-être un point de bascule où tous ces rebelles qui sont arrivés, qui ont lancé leur boîte dans les années 80, 90, sont en train de devenir peut-être des pachas. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent et ils veulent reprendre un système. Ils sont passés de progressistes peut-être à conservateurs quelque part. On parle beaucoup de pro-Trump dans la vallée. On parle beaucoup de. Est-ce qu'il y a vraiment un point de bascule? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est très fort?
Bah, il y a un point de bascule aux États-Unis en général. Donc, c'est pas forcément que dans Silicon Valley. C'est vrai que la Silicon Valley, ça a été bâti sur des gens qui étaient rebelles. Et tout le système des VC, qui était un système beaucoup plus petit, cibler ces gens qui sortaient des grandes compagnies, qui sortaient d'Intel, qui sortaient de Fairchild, qui sortaient de Apple, qui sortaient d'IBM, qui sont venus ici créer des compagnies. Donc, l'origine de la Silicon Valley, c'était vraiment l'entrepreneurship. Si tu vois une société comme Nvidia aujourd'hui, qui est pas très vieille, c'est aussi une société d'entrepreneurs. Mais vous avez quelques voix dans la Silicon Valley qui sont plus des voix autocratiques en fait et qui essayent de représenter une vallée que pas tout le monde applaudit ou pense qu'ils vont changer le monde. Moi, quand je suis arrivée dans la vallée, les ingénieurs, la seule chose qu'ils voulaient, c'était vraiment créer des produits qui changent le monde. Et je pense que c'est devenu un système parce que ça a créé énormément de richesses pour tout le monde, mais c'était pas le but originel. Je pense que ça a créé une société beaucoup plus capitalistique. Si tu veux, les gens le comparent quelquefois au Golden Age. C'est-à-dire que ça attire une différence de population et ça crée des autocraties qui sont pas forcément, qui moi je ne pense pas vont générer beaucoup d'innovation. J'aimerais vraiment qu'on approfondisse ça un peu et dans les moindres détails, mais avant tout ça, si tu veux bien, Françoise, je te propose de te présenter. Okay. Donc, mon nom est Françoise Brogger. Je suis née à Marseille, en fait. Comme ton accent ne l'indique pas, d'ailleurs. Hein, Comme mon accent ne l'indique pas, parce que je suis partie très tôt. Et en fait, ma mère n'avait pas d'accent. Donc, vrai. en fait, mais mon père en avait un assez fort. Et en fait, j'ai pris l'accent de ma mère. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup d'accent. Je suis partie assez jeune. J'ai fait des études à Lille, à l'ICAM. Et je suis partie tout de suite au Japon, travailler pour L'Oréal. Et ensuite, après l'expérience japonaise, je suis arrivée aux États-Unis où j'ai recommencé mes études à Harvard. Et depuis, j'ai rencontré mon mari aussi à Harvard, ce qui a aussi changé beaucoup de choses. Qui est américain. Qui est américain et qui est aussi ingénieur de Silicon Valley. Et en fait, notre vie a maintenant été ici depuis plus de 30 ans. D'accord. Tu n'es pas du tout ingénieur, toi, si? Si, je suis ingénieur. Okay. Je suis ingénieur en métier au départ. Mais en fait, moi, la dernière année, je me suis appris par moi-même Turbo Pascal et C++. Ok, Turbo Pascal, C++. Ok, très bien. Voilà, et donc je l'ai fait just for fun. Et en fait, quand j'étais à Harvard, on était un groupe de 10. À l'époque, j'ai fait mon MBA, je suis rentrée en 92, je suis sortie en 94. On était les seuls 10 où on avait notre email at harvard.edu parce que c'était le début de l'Internet. Et donc, en fait, moi, je recherchais vraiment à connaître ces gens qui venaient de Silicon Valley et qui, justement, exploraient des nouvelles choses. Donc, j'ai toujours été attirée par... C'est pour ça que j'étais au Japon aussi, parce que j'ai été au Japon, parce que dans les années 80, le Japon, c'était l'endroit où aller si on était intéressé par les technologies. C'est marrant parce que, en effet, alors, petit disclaimer pour tout le monde, pardon, on l'a dit qu'on le faisait. Ton français, toi, tu viens de dire, hein, tu es en anglais à la maison, en anglais au travail, donc ton français, on t'en voudra pas si tu utilisais les anglicismes et pour les accents, et puis j'essaierai d'expliquer les choses qu'on comprendra pas. Je garde le français pour ma famille quand je vais en France, mais mes parents sont décédés, donc je n'ai plus ce point en France. Et pour mes enfants, de temps en temps, quand ils apprécient de parler français avec moi, mais encore une fois, leur français n'est pas superbe. Et alors, si je reviens un peu sur ce parcours, en tout cas en particulier ce qui m'intéresse dans la tech, donc tu es arrivé en 2005 chez Google, c'est ça à peu près 2000 Oui, j'ai eu mon enfant en 2004, mais je venais d'avoir mon 3e enfant. Donc j'ai pris une petite pause parce que j'avais eu 3 enfants en 4 ans. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça a été la décision la plus chère de ma vie parce que du moment que j'ai eu mon offre, au moment où je suis rentrée, le stock a explosé. Ah oui. Enfin, depuis, enfin, il faut pas me plaindre, le stock depuis a aussi bien explosé. Mais c'était intéressant. J'avais pris 6 mois pour rester avec mon fils et donc je suis rentrée au premier. Tu te souviens du niveau d'explosion? Il a fait parce que en fait, ce qui est intéressant à ces époques, c'est qu'autour de moi, j'ai des gens par exemple qui sont rentrés très tôt chez Meta, un tout petit peu plus tard. Mais en effet, de temps en temps, sur 3 mois ou 4 mois.
le stock faisait x3. Oui, donc en fait, ça doit être, je sais pas exactement, il faudra regarder de quand ils ont fait IPO, c'était juillet, jusqu'en janvier. Je pense que le stock était en février. On parle de l'action, hein, Google. De l'action quand Google, tu es accepté dans ces groupes-là, en tech particulièrement, souvent tu as un package, une rémunération qui inclut des actions que tu vas obtenir avec une sorte de vesting, donc tous les ans, pendant quelques années, et puis après on t'en redonne. Non, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces compagnies, quand on regarde il y a 20 ans, donnaient probablement moins d'actions que ce que l'on donne maintenant. D'accord. Et en fait, les actions, on les recevait une fois que vous aviez été 4-5 ans dans la boîte. Et là, on vous donnait des packages d'actions qui étaient beaucoup plus valorisées, beaucoup plus intéressantes que quand je suis rentrée, moi. Mais voilà, et donc ce qui se passe, ce qui est marrant, c'est l'effet, les gens qui comprennent pas, par exemple, les intérêts composés ou les choses comme ça, tu vois bien que le x2, x3 que tu perds en quelques mois, tu te dis, bon, c'est pas grave, parce que en fait, finalement, c'est 50 ou 70 000 euros. Voilà. Mais en fait, quand ces 50 ou 70 000 euros font x100, tout de suite, t'es 2 x2, x3, c'est 7, 8, 10 millions que tu as perdu à la sortie. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait pas forcément très mal sur le coup, mais au bout de... Oui, mais en fait, les sociétés comme Google, comme Meta, comme Apple, si les gens performent bien, ce sont des sociétés qui veulent retenir les talents. Donc, ils feront... C'est vrai. Alors, tu vas m'expliquer comment elles font, comment tu as fait, toi, là-bas, pour retenir les talents. Mais avant, si je me trompe pas, toi, ta grande spécialité, c'est développer les SMBs, c'est ça? Oui, enfin, c'est en général tout ce qui est ce qu'on appelle aux États-Unis le go-to-market. Ok, alors SMBs, c'est les très petites entreprises. Mais j'ai aussi travaillé avec de très grosses. Ok. Donc, à Google, j'étais vraiment les SMB. Donc les SMB, c'est ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Et en fait, la façon de faire une stratégie go-to-market passe vraiment par des systèmes, par des effets d'échelle que vous pouvez avoir avec le marketing et autres, et surtout par le produit. Donc c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, PLG, which is Product-Led Growth. Okay. Et ça veut vraiment dire que votre produit se vend lui-même, que vous pouvez utiliser des techniques d'engagement avec vos clients particuliers existants, mais aussi vos nouveaux clients, que ce soit marketing ou direct engagement, et vous arrivez à grandir donc ce segment de marché. Mais quand je suis à Square, on a commencé par les SMB, mais après on est monté très vite up market. On appelle up market. J'avais un client chez Square qui était Uniqlo, qui est quand même le plus gros détaillant. Donc on a passé du temps à Tokyo à discuter avec les gens d'Uniqlo parce que c'est une société qui est une société extrêmement innovative, qui a été d'accord de prendre des risques et d'installer Square, ce qu'au départ on appelait notre point of sales, point de vente. Point de vente. Donc Uniqlo, ça a été le premier qui a commencé à tester ça avec les inventaires, etc. Donc en fait, j'ai travaillé du très petit, celui qui promène le chien à la nanny, jusqu'à Uniqlo. C'était vraiment ça la stratégie de Square. Product-led growth, c'est intéressant. Product-led growth, c'est vraiment ce que j'aime faire. Ça, je pense que beaucoup d'entrepreneurs en France sont pas assez sharp là-dessus. Je sais pas à quel point ici c'est mieux, mais pour ça, alors récemment, tu connais peut-être Stanislas Neufchâteau, tu connais Doctolib probablement. Je connais Doctolib, je connais pas Stanislas, mais en France, je viens de rentrer au conseil de Conto. Ouais. Et Conto, c'est quand même du product-led growth. Conto, cœur avec les mains, un de mes plus gros sponsors depuis longtemps qu'on adore. Mais c'est clairement product-led growth. Alors, je vais m'expliquer. C'est que c'est un... pardon, je dis pas ça, j'ai fait le disclaimer, c'est un de mes sponsors, mais je dis pas ça pour ça. C'est que, en fait, leur produit est tellement bon qu'à un moment, tu vois, moi, pour un podcasteur, une sorte d'influenceur business, c'est plus facile de le recommander. Parce que recommander un truc qui est pas terrible, moi, ça m'emmerde, en fait, tu vois. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des super produits avec des bonnes idées, mais qui sont pas, encore une fois, tellement bons. Et il y a toujours les derniers kilomètres, les dernières marches, la 99e marche qui fait que il y a des choses qui fonctionnent pas. Mais ça, pour ça, comment tu réussis à avoir... Parce que toi, avoir un produit si parfait. Je pense, c'est beaucoup de travail. Les gens ne comprennent pas, mais moi, c'est le travail que je préfère, c'est vraiment regarder ce qu'on appelle aux États-Unis user experience. Ouais.
et vraiment comprendre pourquoi quelqu'un va vous embaucher pour faire pourquoi quelqu'un va embaucher votre produit. Et vraiment réfléchir comme ça et vous mettre à la place d'un client ou d'un utilisateur et vraiment regarder détail par détail quel est le chemin qu'ils prennent pour votre produit. Et en fait, il y a des tas de techniques que l'on utilise. Par exemple, il y a une technique très facile qui est le contrôle A et B. Ouais. Donc, chez Square, on testait A et B tout le temps. L'A/B testing, ouais. Voilà, Okay. donc on regardait, et puis on regardait vraiment quand vous avez ce qu'on appelle, peut-être c'est un entonnoir en français, Oui, le funnel. un entonnoir, le funnel, voilà. Ouais. Donc on regarde l'entonnoir et on regarde à chaque endroit de l'entonnoir où est-ce que en fait on a quelque chose, il y a une friction, où on passe plus de temps. Donc l'entonnoir, c'est qu'on va avoir beaucoup d'utilisateurs qui arrivent par exemple sur un site internet, que toi, ton objectif, c'est de les faire arriver sur un point d'achat voilà. ou d'inscription ou quelque chose comme ça, et tu vas essayer de voir où est-ce qu'il y a des gens qui signent, où est-ce qu'il y a des gens qui partent. Exactement, et quelles sont les raisons. Ok, mais en fait, ce que je trouve hyper dur, et je te dis encore une fois, il y a quelques sociétés en France qui sont très fortes là-dessus, mais souvent c'est vraiment dès le début, oui. c'est... dans ces entonnoirs ou dans ce CPO, je te parlais de Stanislas parce qu'il est redevenu CPO en étant CEO de Doctolib, qui est quand même une grosse boîte, tu vois, maintenant, qui vaut 5 milliards, qui est vraiment un leader français très important dans la santé. Et en fait, être CPO, je trouve que ça te pompe tellement d'énergie parce que ce que tu décris là, une fois à faire, c'est OK, mais tu dois le faire en permanence et le refaire parce qu'il y a des évolutions. En fait, ton site évolue et au début, tu dis, bon, moi, je voudrais que si tu arrives sur mon site, il faut que les gens puissent comprendre ça, ça, ça et ça. Ça te paraît simple et en fait, les gens, ils comprennent pas, quoi, à la fin. Non. Comment on fait pour... on regarde énormément. Il y a énormément de metrics. Hein. Ouais. Tout ça, c'est quand même très lié aux... Comment on dit métriques? Ouais, les métriques. Ouais. Donc, on va les résultats, si vous voulez, à chaque étape. Ça n'arrête jamais... Enfin, moi, quand j'ai fait ça, que ce soit AdWords ou pareil, on avait le front-end UI et tout ça... on regarde les AdWords de Google, hein, donc c'est ça. Oui. Ouais. On regarde à chaque moment quel est le moment d'hésitation de la personne qui l'utilise, comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience beaucoup plus simple. Ce qui est vraiment important, moi que je travaille énormément avec des équipes, c'est la simplicité. Dès qu'un truc est très compliqué, j'ai un bon filtre pour ça. Ouais. Dès que ça commence à être trop compliqué, ça m'intéresse moins. Ça t'intéresse moins? Donc non. Tu dis on recommence. On recommence. Ok. Il faut vraiment arriver à l'essence des choses. T'as un côté assez hardcore, non, François, par moment? Peut-être, oui. Ouais. Je peux pas dire que je l'ai pas, parce que si tu veux d'où j'arrive et ce que j'ai fait, à un moment donné, je vais pas te dire que je suis pas hardcore. Ça serait quand même assez hypocrite. Non, mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, sans la balancer, parce que c'était un truc très sympa, Claire, on est arrivé ici, on savait pas exactement où on allait enregistrer. Claire nous dit Françoise a décidé qu'on enregistrerait dehors. Et on dit oui, bon, nous, ça nous a un tout petit peu perturbé, parce qu'on a vu, on s'est dit c'est cool, ok. Et puis après, je sais plus, je fais une petite blague là-dessus. Elle me dit non, mais Françoise, si vraiment ça va pas, on pourra revenir à l'intérieur, mais quand elle a décidé, c'est mieux si on fait dehors. Ok. Mais je l'avais senti dans nos échanges avant. Est-ce que c'est important je l'avais vraiment senti, mais est-ce que c'est important est-ce que c'est plus important chez une femme dans la tech d'être comme ça, ou est-ce que c'est plus important chez tout le monde? Alors, je vais peut-être rebalancer sur ce sujet. Je pense que ce qui est important, c'est la clarité. Ouais. Et je pense que si on n'est pas clair sur ce que l'on veut faire, ça crée énormément de confusion. Et c'est pas que j'ai pas d'empathie pour les gens. Ouais. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens, mais j'essaie d'être toujours extrêmement claire, parce que sinon, dès que vous avez un truc qui est pas, et je pense que quand on est une femme, c'est encore pire, parce qu'il y a tous les bias qui s'associent. Si on n'est pas clair dès le départ, ça passe pas. Parce que les gens, elle hésite. Donc, j'hésite pas trop. Je suis assez claire. Je fais des erreurs. Quand je fais une erreur, je fais « Oh, my bad ». Ok. Tu acceptes les erreurs? Tu le dis, tu les mets en avant? Ouais. Oui. Moi, je pense que les meilleurs leaders, c'est ceux qui sont capables d'être assez vulnérables et de dire « Ok,
problem here? Donc, j'accepte les erreurs, j'en ai fait dans ma vie plein. Mais enfin, une fois, les erreurs, c'est une façon d'apprendre une nouvelle chose. Donc, et puis en plus, ça vient aussi avec l'âge. Je pense qu'avec l'âge, on a peut-être beaucoup plus d'empathie que ce qu'on avait quand on avait 30 ans et qu'on arrive dans la vallée. Donc, c'est un peu différent. Comment tu fais pour, je sais pas si tu as une technique, si c'est naturel parce que tu as un background d'ingénieur, mais garder ta clarté dans ce que tu fais. Je trouve que par moment, quand tu as beaucoup de projets comme ça, tu vois, tu délègues beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui se mélangent, on est plus clair. Tu vois ce que je veux dire? En tant que leader, c'est mon première responsabilité. C'est apporter de la clarté aux équipes de où on va, ce que l'on va faire. Et quand ils m'amènent un produit ou une campagne marketing que je ne comprends pas, j'utilise un mot que j'ai appris en France quand j'étais petite pour appeler Casimir l'île aux enfants. Oui. Il mangeait du gloubi-boulga. Ouais. On savait pas ce que c'était. C'est pareil pour moi. Quand il y a un truc que je comprends pas, je dis mais c'est quoi ce gloubi-boulga là? On comprend rien. Okay. Donc je renvoie les équipes en disant c'est pas clair, c'est pas clair. Tant que c'est pas clair, ça passe pas. Okay. Parce que je pense que ça, c'est vraiment le job que l'on doit faire si on veut créer en dessous de soi des effets de levier, parce qu'après, les gens comprennent. Les gens sont d'accord d'apprendre, mais il faut vraiment apporter de la clarté. Et je pense que, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à Square, où on avait un CEO qui était quand même entre deux boîtes. Qui était le fondateur de Twitter. De Twitter et de Square. Et il forçait la clarté de pensée, de raisonnement. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il n'y a pas de compromis, là. Vous pouvez pas... Donc, quand c'est pas clair jusqu'au bout, on en demande plus. Oui, on en demande plus. Et jusqu'à ce que les gens... On n'accepte pas à un moment, on finit pas par céder et se dire, bon, allez, c'est bon, c'est OK. Je suis sûre qu'à des moments, j'ai cédé. Je suis sûre. Mais en général, j'essaye de ne pas céder. Et si moi-même je suis confuse, je prends le temps, je prends 30 minutes, j'essaye d'écrire, j'essaye de me forcer à vraiment comprendre quelle est l'essence du problème que j'essaye de résoudre. Je voudrais qu'on vienne tout à l'heure sur plusieurs sujets. Tu as eu un rôle et une histoire assez exceptionnelle de femme dans la tech, avec des petites aspérités par moment, dont on va parler. J'aimerais revenir sur cet état de la Silicon Valley, peut-être des États-Unis en 2024 et la différence avec l'Europe, parce que tu as quand même un pied en Europe dans le business avec plusieurs boîtes. Tu parlais de Conto, il y a eu Alan, il y a eu Too Good To Go, Sodexo, chez qui tu as été 12 ans administrateur. Sodexo, c'est CAC 40, côté en bourse, c'est quand même vraiment sérieux. J'aimerais comprendre pourquoi, on vient de chercher sur tout ça. Mais avant, je voudrais juste un tout petit peu revivre, pour mettre tout ça en perspective, un Google de 2005 à 2014, 2013. En fait, là où tu es rentré chez Google, c'est quand même le début de la monétisation. Enfin, ça devait commencer 1 ou 2 ans, mais c'est là où donc le AdWords qui était... Quand je suis rentrée, c'était TextAd. Ouais, TextAd, ça s'appelait, voilà. That's it. Et ça s'appelait AdWords, mais c'était le seul produit... Voilà, donc l'idée à l'origine, c'est que Google est un moteur de recherche gratuit, et puis il a fallu commencer à faire du revenu. Donc vous vous êtes mis à vendre donc, les premiers liens qui étaient en haut des recherches sur desktop uniquement. Ils étaient en jaune, transparent jaune à l'époque avec du bleu. C'était plus visible que maintenant. Oui, réussir parce que la philosophie à l'époque, c'était d'être très transparent sur ce qui était sponsorisé et ce qui ne l'était pas. Ouais, ça ne l'est plus. Les choses changent. C'est moins transparent, on va dire. C'est moins transparent. On a envie de faire cliquer les gens partout, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Google? Qu'est-ce que tu as vécu? Si je te prends là quelques années après, qu'est-ce que tu retiens de ces 8 ans de croissance hallucinante, de travail dingue? Comment est-ce que c'était et qu'est-ce que je peux en tirer moi pour être meilleur entrepreneur ou tous les gens qui nous écoutent? Ce que je retiens de Google, et quelquefois je dis ça de façon un peu ironique, j'aurais payé pour être à Google. Parce que peut-être pas autant qu'ils t'ont payé quand même. Pas autant qu'ils m'ont payé, mais ce que l'on a appris à Google quand on était là,
C'était extraordinaire. Ceci dit, je peux te dire que j'étais VP of Strategy à Charles Schwab quand j'ai été recrutée. Juste avant, ouais. Ouais. Charles Schwab, c'est une banque très connue. C'est les premiers où on a fait justement Internet Retail. Permettre aux gens de trader en ligne, de faire qui du trading en n'existait ligne. pas avant. Okay, donc c'était déjà quand même une société très tech. Et quand je suis arrivée chez Google, je peux te dire qu'ils avaient coupé mon salaire de 80%. Ah ouais. Et pas beaucoup d'equity à l'époque. Après, ce que j'ai expliqué, on t'en donne après quand tu performes. Donc j'ai quand même accepté d'aller chez Google parce que je savais que cette société, il y avait un potentiel extraordinaire. Et quand je suis allée chez Google, mes copains m'ont dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu manages toute la stratégie à Schwab et tu vas chez Google et ils t'embauchent comme un project manager. J'ai dit yeah, I'm good. Et en c'était un gros pari. Mais moi, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que je vais être un appétit du risque beaucoup plus important que beaucoup de gens. Okay. Si tu veux, je suis venue à Silicon Valley quand il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient. Je suis allée chez Schwab au début, je suis allée chez Google. Quand je suis partie, j'aurais pu rester chez Google. Hein. Je suis retournée chez Square où on était tout petit. J'ai remonté Square, donc j'ai quand même un appétit du risque. Et là, ce que je fais en ce moment, c'est aussi j'ai un appétit du risque plus grand qu'en général que les gens. Je réfléchis pas trop ce que je laisse derrière. Donc Google, ce qu'on apprend, moi, ce que j'ai appris, c'est d'abord la puissance de mettre des gens super smart, très motivés, sans imposer de hiérarchie. C'est-à-dire quand vous étiez dans un meeting à Google, personne ne regardait qui parlait, peut-être les fondateurs un peu plus, mais le reste, vous êtes hors du collège depuis 1 an, vous avez 20 ans d'expérience, ça n'a aucune différence à ce qu'est votre voix dans la société et ce que vous pouvez apporter dans l'innovation. Donc je pense à l'époque, il y avait cette écoute justement des nouvelles générations, de ce qui se passait, qui était formidable. Donc ça, moi, j'ai adoré. Loin du Founders Mode dont on parlera. Très loin du Founders Mode, où les gens se disaient « Oh, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne idée », où on laissait l'innovation vraiment qui était ce qu'on appelle bottom-up, donc par le bas. Okay. Donc ça, c'était génial. Les gens étaient était gentil. Gentil, don't be evil. Il y avait pas don't be evil, c'était vrai. Il y avait vraiment pas de politique, il y avait pas de, c'était tout le monde voulait vraiment participer, gagner, vraiment une super ambiance. Don't be evil, c'était vraiment la tagline de Google pendant longtemps. C'était ne soyez pas diabolique. Ne soyez pas diabolique, et c'était vrai. Et on a pris des décisions à l'époque qui étaient des décisions contre la monétisation. Parce qu'on ne voulait justement pas faire des choses qui n'étaient pas acceptables pour nos utilisateurs. Donc ça, moi, j'avais adoré la capacité à faire des trucs complètement non raisonnables. Donc je me rappelle, c'était en 2005, où donc moi, à l'époque, j'étais rentrée sur stratégie. Donc je manageais la stratégie, mais ça s'appelait pas stratégie parce qu'à Google, le mot stratégie, c'était un mot à bannir. Personne n'avait la stratégie, c'était tout le monde. Donc, ça s'appelait Business Operation. Mais par exemple, un des projets qu'on m'avait donné, c'est essayer de trouver comment on peut ouvrir 100 bureaux d'ingénieurs dans le monde entier. 100. Wow. Et on avait 12 à 18 mois pour faire ça. Et en fait, maintenant, je comprends le problème parce qu'en fait, embaucher sans ingénieur, il faut faire une legal entity, il faut comprendre ça. Mais la première partie, je suis allée voir toutes les universités dans le monde entier, toutes les VC dans le monde entier, les gouvernements, et essayer de comprendre comment on pouvait créer des écosystèmes. Et l'hypothèse de départ, c'était que les ingénieurs, ils n'ont pas besoin de venir à Silicon Valley, on va les trouver les meilleurs où ils habitent. Et donc, on a fait ça. Et ça, c'est un projet, aucune compagnie avant, même les grosses compagnies, je ne pense pas que Cisco ou Intel, qui à l'époque étaient les plus gros, disaient on va ouvrir 100 centres de recherche dans le monde entier. Et on l'a fait. Vous l'avez fait. Et on l'a fait. On n'a peut-être pas ouvert 100, mais on était bien probablement près des 70 centres de recherche. Ok. Et 24 mois, et c'était quand même un pari énorme, ça, de le faire. 24 mois après, on s'est rendu compte qu'en fait, les ingénieurs étaient beaucoup moins productifs parce qu'il y avait trop de ce qu'on appelle de bande passante, en fait. Okay. Et de décalage horaire, et qu'en fait, avoir un ingénieur là qui travaille sur un projet avec une équipe à Mountain View, ça n'a peut-être pas marché. Donc, on a commencé à travailler sur ce qu'on a appelé défragmentation. Okay. Donc, le projet, c'est un projet qui est reverse, c'est-à-dire qu'on a
consolidé les bureaux d'ingénierie et on a décomposé les projets que ces bureaux pouvaient travailler indépendamment. Donc, ils n'avaient pas besoin de reporter à Mountain View. Okay. Mais ça, c'est quand même Google. On a un but énorme, on le fait, on se rend compte que c'est une erreur, ben on corrige. Ok. Et ça ne veut pas dire pour autant que tu vires tout le monde et que tu fermes tous les bureaux? Non. Okay. Non. On n'a pas fait ça. On a, par exemple, on avait un bureau à Haïfa et un bureau à Tel Aviv. Bon, Okay. on a consolidé parce qu'on a dit aux équipes d'Haïfa, ok, c'est pas très loin. Donc, en fait, c'est une mentalité, en fait, qu'on essaye. Si ça marche pas, ben, on sait qu'est-ce qu'on apprend de ça et on recommence, on fait autre chose. L'exemple aussi, ça a été l'acquisition de YouTube. Ouais. Qui les ingénieurs de Google Vidéo voulaient pas parce que ils avaient la meilleure technologie de loin. YouTube était une expérience d'utilisation superbe, mais pas une infrastructure extraordinaire. Et au départ, les ingénieurs voulaient pas acheter YouTube parce qu'ils se disaient, bon, attends, notre produit est bien meilleur. C'est vrai que d'une question d'une infrastructure, le produit était bien meilleur. Ben, on a acheté YouTube, les ingénieurs, ils ont rebâti l'infrastructure de YouTube avec ce qui était leur produit. Donc, on va avoir cette mentalité d'aller chercher où est la chose qui est la mieux à faire, indépendamment de son propre agenda. C'était quand même ce qui était Google au départ. Ce qui est intéressant là-dessus, je trouve, c'est que tu l'as vécu aussi avec Pinterest un peu, et Square, c'était peut-être plus tôt, quoi qu'il y a eu des acquisitions aussi, mais c'est cette capacité à continuer, je trouve. Peut-être ceux qui m'impressionnent le plus, c'est Microsoft là-dedans. Oui. C'est-à-dire que combien de fois je me suis dit non mais ils sont morts Microsoft. C'est pas possible, tu vois, genre et puis à chaque fois ils reviennent. Moi je voyais Google arriver avec sa suite Google Docs, etc., etc. Et puis je trouvais que Outlook c'était tellement pourri pendant longtemps. Et puis finalement Slack débarque, tu te dis ouais c'est mort. Et puis Teams. En fait il y a une comment ils arrivent toutes ces grosses boîtes, comment vous avez réussi toi qui as été dedans à rester toujours, à pas te faire défragmenter, à pas te faire disrupter systématiquement par des newcomers. Il y en a, sachant que tu vois quand même dans les industries traditionnelles, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Parce que, mais c'est tout un process de recherche et développement qui est très, très différent. C'est-à-dire que dans une société tech, que ce soit Google, Square ou même Pinterest, si vous commencez à regarder la compétition, bah, il y a des stand-up tous les jours avec une équipe core qui va comprendre comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on a dans notre arsenal, qu'on peut tourner en un produit plus vite. Mais cette cadence des stand-up, moi j'adore. Quand il y a une crise quelque part, un stand-up, c'est la meilleure chose. Donc le stand-up, ce que tu appelles un stand-up? Un stand-up, c'est tous les jours, 15 minutes, 30 minutes, on discute des progrès que l'on a fait par rapport au challenge qu'on vous a donné. Dans une société normale, vous allez convoquer le comité de direction, ça va passer aux exécutifs, il y aura un meeting par mois où les gens vont regarder. Donc la vitesse d'exécution est pas du tout la même. C'est vraiment la vitesse. Ouais. Et c'est vraiment tout. C'est la vitesse. Mais encore une fois, c'est possible parce qu'on est dans le software. Je pense que quand on est dans le hardware, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand vous êtes dans le software, c'est la beauté du logiciel. C'est qu'on peut... Et à la fois, tu regardes un type comme Elon Musk, il est dans le hardware et il a quand même la vitesse, une rapidité d'exécution. Oui. Elle est peut-être plus Founders Mode, lui. mais peut-être moins dans l'écoute. Je sais pas ce qu'il est. En ce moment, je sais plus. Là, je suis un peu perdue. Non, mais c'est vraiment intéressant. Ça me rappelle un épisode avec... Tu connais David Gurley, ça te parle ou pas? David Gurley qui a été chez Microsoft pendant très longtemps et qui me racontait ses meetings qui étaient par moments même 2 fois par jour avec Bill Gates et toutes les équipes. Et en fait, il disait en plus, ça rassemble un peu tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, mais il disait tout le monde était tellement sharp, tellement intelligent, tellement impliqué que dans ces meetings, on n'était pas beaucoup, mais si on te posait une question, etc., c'est une pression que tu te mettais à toi-même, mais il fallait vraiment maîtriser ton sujet, il fallait être... très clair et voilà, parce que sinon en fait tu passais pour un débile quoi, et ça te mettait la pression quoi tout le temps. C'est vrai, mais encore une fois la clarité ça aide. Moi, pour éviter ce problème-là, et c'est aussi le problème de ce qu'on appelle imposter syndrome quand on est dans ces sociétés, parce qu'on est entouré de gens qui sont 10 fois, 100 fois plus smart que toi, donc tu es là, tu dis oups, c'est poser les bonnes questions. Savoir poser les bonnes questions, c'est une bonne chose aussi. Ça, il y a beaucoup de gens qui font pas ça, qui osent pas, et moi, en fait, alors j'ai une technique pour ça, mais c'est que j'essaie de jamais avoir peur d'être débile. C'est-à-dire,
très souvent, la bonne question... Enfin, tu vois, tu as des gens qui vont utiliser des mots que tu connais pas, des trucs très techniques, des choses comme ça. Et tu parlais de clarté tout à l'heure. Moi, je vais essayer tout de suite de dire non, j'ai pas compris, tu vois. Ou de temps en temps, juste non, j'ai pas compris, ça peut être la bonne question ou la bonne remarque, non? Totalement. Je comprends pas, ça m'intéresse pas. C'est ce que je t'ai dit au départ dans Product-led Growth. Si tu comprends pas le chemin, le parcours de l'utilisateur sur ton produit va pas être un succès commercial. Très intéressant. Il y a d'autres choses que tu retiens de toutes ces années, en particulier j'ai pas mal d'amis. Ouais. Donc, je pense que c'est aussi utile. Ouais. J'ai pas mal d'amis dans la vallée avec qui j'ai travaillé pour plus de 20 ans, presque 30 maintenant. Donc ça, c'est superbe, je trouve. Non, c'était vraiment sur l'ambition, la clarité, la discipline quelquefois et quelquefois non. C'est vrai? Ça veut dire quoi? Quelquefois, on fait des choses qu'on se dit c'est une erreur, on n'aurait pas dû faire ça. Comme l'exemple que je t'ai donné, on aurait dû être beaucoup plus discipliné. Si tu veux aller embaucher des ingénieurs dans le monde entier, c'était pas forcément la bonne idée, tu vois, au départ, quand tu comprends ce que c'est. Oui, mais ça mérite d'être testé. Ça mérite d'être testé. La discipline, il faut faire attention aussi. Une fois que Google a été beaucoup plus gros, si tu veux, moi j'ai été en charge de tout ce qui était publicité c'est la complaisance aussi. Être sûr que tout ce que l'on fait vraiment contribue au succès de la société. Alors, je te donne un exemple très particulier, mais par exemple, pour une équipe qui est customer facing, donc ça peut être sales, customer success. Customer facing, donc des gens qui font face aux clients. Qui font face aux clients, voilà. Les gens qui sont face aux clients. Ça peut être, donc, tu as les ventes, ce qu'on appelle customer success. Ouais. Il y a le support, etc. Donc, quand tu prends une organisation comme ça, il faut vraiment comprendre que, par exemple, les ventes, ils parlent pas toujours aux clients à qui ils parlent tout le temps. Parce que c'est le client sympa, mais en fait, ça va pas faire grandir les revenus. Surtout à Google, on était au départ pour tout ce qui était long tail, on n'avait pas de quota pour les ventes. C'était genre vente / account management / support. Donc en fait, on se rendit compte très rapidement qu'on n'avait pas cette discipline de contacter tout le monde, d'être sûr qu'on contactait les gens qui allaient partir. Donc créer une segmentation de votre customer base, parce que ça, c'est pas tellement les ingénieurs qui font ça, c'est vraiment les go-to-market, et comprendre quelle action tu prends à travers le tel client. Mais ça, c'est une discipline qu'on n'avait pas au départ à Google. Et qui après, on a dû avoir, parce qu'on a compris qu'on pouvait pas avoir des équipes de plus de 1000 personnes où on savait pas vraiment quelle était la sortie, la productivité de cette équipe, par exemple. Incroyable. C'est vrai que c'est... Donc, on apprend une discipline aussi. Et les volumes de travail étaient stratosphériques ou parce que dans certaines techs, on a l'impression que c'est cool, chez d'autres, on a l'impression, enfin, je te reprends David Gurley, il me disait qu'il bossait 80-90 heures par semaine. Enfin, je veux dire, chez certains, c'est vraiment du staccanovisme. Tout dépend, encore une fois. Alors ça, j'aime pas dire ça, mais ça dépend comment vous aimez ce que vous faites. Moi, quand je suis entrée à Google, j'ai dit à ma chef à l'époque, j'ai dit, tu sais, moi, à 6 heures, je suis partie parce que j'ai 3 enfants en bas âge et je veux dîner avec eux. À 9 heures, je serai de retour à mon ordinateur. Mais de 6 heures à 9 heures, ne me contacte pas. Et l'été, je te le dis, en août, moi, je prends 3 semaines parce que je vais voir mes parents. Et c'est la règle du jeu. Et la fille, elle me dit, oui, pas de problème. Et puis quand tu lui parles maintenant, elle te dira, de toute façon, François, elle a travaillé 4 fois plus que les autres, donc ça m'était complètement égal qu'elle partait à 6 heures. Et elle regardait, encore une fois, tu regardes le output. Mais c'est vrai que j'ai quand même travaillé beaucoup plus que ce que je n'aurais travaillé avec 40 heures par semaine. Ça, c'est vrai. Sachant que tu me dis 3 semaines l'été, parce que ici, ça choque, quoi. 3 semaines. Ils ont en moyenne, ils ont 2 semaines par an ici, c'est ça, beaucoup. Enfin, mais en fait, pas dans la c'est pas forcément vrai. Ok. C'est pas forcément vrai. Parce que les gens prennent... Tu veux essayer de faire quelque chose la semaine du 4 juillet dans une société, personne n'est là. Hein. Ouais, c'est le pont. Donc, en fait, il faut un peu... Je pense que si tu travailles dans un hôpital ou si tu as d'autres métiers qui te demandent de pointer, là, c'est plus difficile d'avoir 2 semaines par an. Mais dans la tech, je crois qu'on ne devrait pas se plaindre parce qu'on a un peu plus de 2 semaines par an. Mais on est quand même toujours... je dois être une des rares à complètement déconnecter pendant 3 semaines. Mes collègues ne déconnectaient pas. Mais moi, j'avais établi ces règles du jeu au départ.
Tu as évolué ensuite donc chez Square, qui est une belle marque, donc d'un terminal de paiement physique et virtuel, mais surtout physique à l'origine. Et ensuite chez Pinterest. Tu as retenu des choses différentes dans ces deux sociétés, très différentes, des manières de management ou des choses qui te marquent? Bah oui, parce que moi, quand je suis partie de Google, on était quand même 40 000. Ouais. Moi, j'avais une équipe entre les contracteurs et les full-time, j'avais 6 000 personnes. Et je suis arrivée à Square, j'en avais plus que 17. Donc, c'est quand même super intéressant de se dire, on va recommencer de zéro, parce que quand je suis rentrée à Google, c'était pareil. Donc, je me suis dit, on va recommencer de zéro. Et moi, j'aime bien cette phase. En général, je veux quand même être sûre qu'on ait un bon product, ce qu'on appelle aux États-Unis le product market fit, c'est-à-dire que le produit a quand même trouvé son marché. Trouvé son marché, parce que c'est pas, moi, je vais pas aller dans une compagnie où on n'a pas trouvé son marché, parce que là, je pense que je suis une personne au milieu d'un focus group. Mais Square, je savais très bien. Il y avait au départ, il y avait un insight qui était très important, qui était qu'on avait tous un téléphone mobile et que en fait la plupart des small business n'avaient pas accès aux moyens de paiement et que s'ils pouvaient utiliser l'outil qu'ils avaient dans leurs mains, ils pouvaient d'un seul coup accepter les cartes de crédit, ce qui était un truc qu'ils ne pouvaient jamais faire avant. Donc ta question c'était ma question, c'était qu'est-ce que tu as appris d'autre? Qu'est-ce que j'ai appris? Donc, ce que j'ai appris, c'est à revenir. Ça doit être vertigineux quand même. Hein. Mais ça, c'est super. Moi, j'adore. Parce qu'en fait, quand je suis partie de Google, j'avais l'impression que j'étais un peu la tête de pont d'une organisation, mais j'étais moins dans le détail. J'avais des équipes superbes qui travaillaient extrêmement bien, donc j'avais pas besoin de rentrer dans... De rencontrer des clients, tout simplement, même si. De rencontrer des clients, mais franchement, moi, je devrais pas le dire, mais rencontrer des clients, c'est bien d'en rencontrer 5. Quand on rencontre 50, c'est dur. Hein. Ouais. J'ai pas la patience, honnêtement. Je devrais jamais dire ça, mais la patience, c'est pas une de mes qualités. Let's put it this way. Mais non, alors que quand on construit, c'est vachement plus intéressant. Et Square, ça. On a bossé un petit peu avec eux en France. Moi, j'adore leurs produits, je trouve ça hyper beau, etc. Ça a vraiment cartonné aux États-Unis. Et toi, tu l'as développé un peu, tu me disais aussi dans le monde, tu parlais d'Uniqlo tout à l'heure. Ça a été un peu plus lent dans d'autres pays quand même ou... Oui, parce qu'en fait, dans ce que j'ai appris chez Square, je dois le dire, c'est l'idée du design. Ouais. Je pense que Square a un design, il y a la qualité du design chez Square. Je pense pas qu'il y ait Apple, of course, mais c'est une compagnie qui vraiment passe du temps sur le design et ça, à Google, on passait moins de temps sur le design. Ouais. Il y a pire, il y a Amazon, mais... Il y a pire. Donc ça, moi, quand je pense que ça fait partie de l'expérience utilisateur, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc ça, je l'ai vraiment appris chez Square et les designers chez Square étaient fantastiques aussi. Donc, il y en avait qui étaient d'Apple, il y avait la personne qui faisait le hardware que j'aime beaucoup venait de Apple, donc il comprenait vraiment cette esthétique. Donc ça, j'ai appris chez Square aussi. C'est marrant, je sais pas à quel point ça se ressentait chez Square, mais nous on était la semaine dernière chez Squarespace à New York. Je sais pas si tu vois cette boîte là, qui permet de faire des sites internet et en fait tu rentres dans leur bureau et leur bureau est exceptionnel, mais époustouflant, mais beau. J'ai fait des photos, je te montrerai, mais incroyable. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que il y a un Chief Creating Officer ça diffuse, ça infuse tout dans la société. Alors, je sais pas si Squarespace, il y avait des beaux bureaux et tout ça, mais... Chez Square, il y avait des bureaux extraordinaires. Oui, donc tu es obligé d'avoir un peu ça partout, tout le temps, être exigeant de A à Z. Tu peux pas juste être facialement bien, mais à l'intérieur... C'est ce qu'on appelle en anglais curated. Ouais. Comment on dit en français? Il n'y a jamais eu... La curation de contenu, ça a toujours été tu dirais quoi? Sélectionné, peut-être. Ouais. Mais c'est mieux que sélectionner. Il y a vraiment un artisanat du design qui est très important. Aussi, ce que j'ai appris à Square, c'est on a quand même mis la société publique et c'est quand même un événement assez important. Oui, elle a été cotée en bourse. La société a été cotée en bourse. Ça, c'était... j'ai lu que tu avais beaucoup œuvré, travaillé sur l'IPO, comme on dit, l'introduction. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était encore assez jeune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu as appris en faisant ça pour faire une belle IPO?
On n'a pas fait une belle IPO. Oh. Qu'est-ce que tu as appris pour faire une mauvaise IPO alors, Françoise? Learning. Raconte-moi. Voilà. Again, learning. Moi, je serais... j'ai appris quelque chose aussi d'une personne qui travaillait pour moi qui m'a dit n'essaye pas de mentir ou d'embellir quelque chose parce que te connaissant, tu t'en rappelleras jamais. Donc, c'est quand même mieux de dire la vérité, comme ça, tu t'en rappelleras. Non, en fait, ce qu'on a appris, tu apprends un process. C'est un process qui, je pense, qui était valable dans les années 70-80. Je pense que c'est un process que Google a essayé de casser en faisant ce qui s'appelle cette Dutch auction qui n'a été refusée par Wall Street. Et c'est un process dans lequel il faut aller. Je n'aimais pas la Dutch Option. Je ne sais pas ce que c'était, comment ça fonctionnait. Il laissait les gens, tout le monde avait le droit de bider. Ok, de faire une offre. Et si tu avais une offre, et en fait, c'est le truc pour les tulipes au Moyen-Âge, enfin pas au Moyen-Âge, 15e ou 16e. Et en fait, tu donnes à celui qui est juste, qui a le plus haut, mais tu lui donnes le prix de celui d'avant. Ok. Et c'est comme ça aussi qu'AdWords marche. Hein. Ouais, intéressant. Bon. Donc, c'est un process. L'avantage qu'il y avait à l'époque, c'est que la société était publique beaucoup plus tôt, ce qui permettait à créer aussi de la valeur pour les marchés publics et pour les employés. Je pense que maintenant, avec ces IPO qui prennent beaucoup plus de temps, c'est vachement plus dur pour les marchés public de vraiment avoir, si tu vois Google public, ça a marché beaucoup. Quand on dit public ici aux États-unis, ça veut dire coté en bourse. Ça ne veut pas dire nationalisé. Pardon. Juste, non, je précise. Donc une société qui est cotée en bourse par rapport à une société qui n'est pas cotée, avant, toute la valeur se créait dans le marché coté, alors que maintenant, plus du tout. Et je pense que ça permet de garder les employés. Parce qu'une société privée, c'est vachement dur quand on paye les gens en stock option de les garder quand il n'y a pas de liquidité. Et puis, le marché public ne bénéficie pas où, en fait, tu veux que ton cousin, ton fils, ta mère achètent des actions Google. Donc, en fait, c'est une tendance que j'aime pas trop, moi. Mais les souvent, la prise de valeur, tu veux dire, elle a été faite avant l'introduction par les investisseurs professionnels. Et quand c'est coté en bourse, maintenant, il n'y a plus réellement de prise de valeur. Il n'y a plus vraiment de prise de valeur. Ok, intéressant. Donc ça, c'est un problème qu'on a dans la vallée maintenant. On arrive au bout un peu de certains cycles là-dessus. Moi, il y en a un autre qui me questionne. On est lié aussi à cette perception de valeur. C'est que toutes ces sociétés que j'admire, je ne suis pas en train de décrier, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus, comme justement de Google à Pinterest à Meta aussi sur certains aspects, notamment dans le marketing. En fait, pour grossir, parce qu'elles sont engagées vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de pas mal de choses, elles doivent soit faire de plus en plus de ventes, soit augmenter leur prix, soit... Et j'ai trouvé que post-Covid, la pression mise par beaucoup d'entre eux était beaucoup trop forte. Je m'explique. Quand tu es e-commerçant, notamment je l'ai senti chez beaucoup de ce qu'on appelle des NVB, les Digital Native Vertical Brands, donc ceux qui vendent en direct to consumer, donc en direct aux consommateurs depuis un site internet, sans passer par des revendeurs. En fait, ils ont cartonné pendant le Covid. Ils cartonnaient tellement qu'ils se mettaient à acheter des mots-clés de plus en plus chers sur Google. Et en fait, à la fin, tout était tellement cher que l'essentiel de la valeur était perçu par les big tech américaines et que toi, tu vendais tes chaussures, tes bouteilles d'eau, tes coques d'iPhone, tes je sais pas quoi, peu importe, à la fin, tu faisais ton truc, tu margeais 20 € sur une commande à 100 et les 20 €, tu les donnais à Google ou à Meta pour acheter tes mots-clés et toi, à la fin, tu gagnais 0. Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que tu la ressens, cette analyse? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va trop loin, en fait? Encore une fois, c'est par on vente aux enchères, donc c'est difficile de dire ils vont trop loin. C'est pas un price fixing. Il y a eu un peu une comment on peut appeler ça en français, euphorie dans ces direct to consumer brands. Qui a été durant le Covid, très grosse. Mais ça a commencé avant le Covid. Hein. Parce que moi, je voyais, avant le Covid, on voyait des tas de marques, que ce soit les chaussures, le maquillage, tout ce que tu veux, qui partent en dit. Tu sais, je pense que tu peux acheter
so many pair of shoes. Là, tu peux acheter un nombre de chaussures, mais à un moment donné, il faut arrêter d'acheter des chaussures. Je pense qu'il y a aussi, il y avait aussi des tas de produits qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité ou de. Je pense que le consommateur, à un moment donné, a eu aussi un peu une overdose de ces cheap products. C'était intéressant parce qu'on s'ennuie chez soi, on va commander des tas de trucs, c'est marrant. Mais après, quand on reçoit les paquets. Oui, mais tu vois, tu dis finalement quelque part, c'est peut-être à cause de finalement d'eux-mêmes, les enchères, il y a une euphorie chez les clients. Mais quelque part, même quand les clients derrière, il y en a beaucoup qui se cassent la figure, toutes ces boîtes-là, elles font encore plus de perfs, elles grossissent toujours plus. Donc, tu as quand même un peu l'impression de toujours payer. Je sais pas à quel point ces auctions, ces enchères sont toujours complètement transparentes. Tu vois, de plus en plus, ce sont des boîtes noires où tu vas dire, tiens, voilà ce que je veux. Il y a beaucoup d'IA qui bossent, mais moi, il y a des moments, j'ai des doutes. Oui. Si tu veux, tant que les utilisateurs utilisent le produit, quand il y a, je le sais, moi, quand j'étais chez Square aussi, je dépensais des millions sur Google. Maintenant, je fais la même chose. Tant que tu as une audience et que tu as ce qu'on appelle aux États-Unis ROAS, Return on Advertising, tant que tu as ça, les gens vont continuer à bider. C'est normal, ils veulent grandir leur part de marché, si tu veux. Moi, je faute pas Google pour ça. Je dis, OK, ils ont trouvé ce qu'on appelle une très bonne mousetrap. Ça, c'est vrai, mais... Je voudrais qu'on revienne sur cet épisode de ta vie assez finalement incroyable, puis qui a été presque rendu public, quoi. Tu as été numéro 2, je pense, on peut dire comme ça, de Pinterest, qui est quand même aussi une très belle société d'ailleurs, à bien des égards, qui s'adresse, alors qui permet de faire des tableaux, on dit ça, pour mettre en avant, justement, tout à l'heure tu parlais de curation, mais chercher les choses qui te plaisent sur Internet, que ce soit. Donc c'est assez drôle d'ailleurs, parce que le paradoxe, c'est que c'est un produit qui est très utilisé par les femmes. Toi, tu étais une des femmes les plus importantes de la tech à ce moment-là. Et tu as appris, j'ai cru lire quelque part, que tu t'étais fait virer. Tu étais pendant un Zoom, c'est ça, ou pendant une conférence? Tu peux me raconter? Oui, c'est très publié, donc vous pouvez le lire. J'ai fait un post sur Medium, donc vous pouvez le lire. On mettra le lien. Voilà, mais c'est encore une fois dans l'optique de se dire rater quelque chose et apprendre. J'ai quand même beaucoup appris à travers cette expérience, notamment à le mettre derrière moi. Mais je peux en parler en fait. C'était une société où avant que je rentre, encore une fois, comme j'ai dit, comme je suis dans la veille depuis très longtemps, je connais quand même pas mal de gens, surtout des ex-Google, parce que c'est là où j'ai vraiment mon network. La mafia Google, quoi. Voilà. Et pas mal de gens m'ont dit, et la mafia Square aussi, et ils me disent, oh, tu devrais pas y aller, je t'assure, on entend des choses là. Et moi, j'étais très optimiste. Des signaux faibles. Oui, on entend, la culture est pas super, etc. Et moi, je suis quelqu'un d'assez, encore une fois, très optimiste. Je dis, oh, la culture, moi, je peux changer la culture d'une boîte. Et je pense que je l'ai fait dans la partie, j'avais peut-être plus de la moitié de la compagnie, donc je l'ai fait dans la partie que je dirigeais. Mais en fait, dans la partie que je ne dirigeais pas, ça s'est mal passé. Et en fait, encore une fois, tous ces problèmes, ça vient du leadership. C'est pas les gens qui sont dans la société. Les gens, en général, role model ce qu'ils voient. Et si vous avez des leaders qui ne pratiquent pas la transparence, qui pratiquent du genre des choses qui ne vous dites jamais où vous en êtes, qui sont pas claires. Quand on vous donne du feedback, c'est anonyme, vous savez pas d'où ça vient. Et puis surtout, quand on vous laisse pas développer ce que vous avez envie de faire, il y a toujours une raison pour laquelle on va pas le faire. Et ça, c'est frustrant pour la personne qui veut lancer des choses. Et c'est aussi frustrant pour le management, ou mes peers, qui disent non, mais qu'est-ce qu'on veut encore faire celle-là, quoi. Donc il y a un peu cette dynamique super passive-agressive. Et donc, je le reconnais. Je vais pas dire, oh, j'étais pas le yes person. J'étais pas le yes person. Et donc, s'ils m'ont embauché parce que j'étais une femme, parce qu'il y avait une IPO, que j'avais fait l'IPO de Square, il fallait aussi qu'ils acceptent que j'allais aussi participer à la stratégie de la boîte.
Et en fait, bon, ça s'est mal passé. Après, j'ai travaillé énormément sur l'IPO au dernier moment. Ce que j'avais fait chez Square, on m'a désinvité de ce qu'on appelle le roadshow. Vous allez voir tous les investisseurs. J'ai des investisseurs que vous connaissez de Square qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas sur le roadshow de Pinterest? Parce que c'est un monde tout petit, le monde des investisseurs. Et je dis, écoute, non, on m'a dit de pas y aller. Et puis après, à partir de là, ça a été complètement... je passe les détails, mais c'est assez sordide en fait. Et donc, 6 mois après, j'ai été virée, encore une fois, sur Zoom, en me disant que j'avais plus ma place dans la société, mais que si je voulais rester conseiller stratégique, je pouvais, pour remplacer mon successeur qui avait été assez... on va le mettre comme ça, non professionnel avec moi. Et qu'il fallait que je l'aide à transitionner mon rôle, et ce que j'ai dit non merci. Et donc après que je leur ai donné tous les faits en leur disant voilà ce qui s'est passé, parce qu'il y avait des trucs vraiment... une des dernières choses qu'ils m'ont dit, que c'était ma seule valeur ajoutée, c'était d'être le champion de la diversité. Et ça, quand vous êtes une femme, c'est vachement dur à accepter, parce que j'ai jamais joué cette carte nulle part. Et donc, c'était très dur à accepter que c'était ma seule valeur ajoutée de la boîte. Alors que j'avais fait des tas de trucs, j'avais remonté les revenus à publicitaire, etc. Donc, enfin bref. Et en fait, c'est une vraie claque en fait. Quand toi tu te mets pas en avant comme moi, j'ai rencontré plusieurs femmes dans ce podcast qui m'ont dit moi je fais très attention à jamais me mettre en avant comme femme, parce que pour moi je fais pas la différence, et faire la différence c'est quasiment ça le sexisme entre guillemets. Correct. Je trouve ça intéressant, mais quand toi on te remet dans la gueule un petit si ton seul avantage chez nous c'est d'être une femme. Waouh. Voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis quand même une personne extrêmement privée. Donc même si par exemple dans toutes les sociétés, je manage toujours l'équipe de com, donc je comprends comment com marche. Mais à Google, j'ai refusé des interviews, à Square, j'ai refusé toute interview, à Pinterest, refusé toute interview, simplement parce que moi j'avais 3 enfants qui ont grandi là-dedans, et je voulais pas que mes enfants lisent quoi que ce soit sur les médias. Et en fait, j'en avais pas besoin en fait, parce que il faut avoir, encore une fois, il faut être clair pourquoi vous voulez être dans les médias. Moi, j'avais aucune aspiration politique. Professionnellement, ça marchait pour moi. J'avais aucune raison d'être dans les médias. Et donc là, ils ont parié que j'aurais eu trop d'ego. J'aurais jamais accepté de dire que j'ai été virée. Et j'étais extrêmement privée. Et donc, à ce moment-là, j'ai discuté avec mes enfants, qui étaient déjà maintenant qui étaient lycéens et au collège. Et je leur ai dit, est-ce que c'est OK si je écrit ça? J'ai partagé ce que j'ai écrit avec mes enfants, et ils m'ont dit oui. Mes enfants, j'ai 3 enfants qui m'ont dit oui, si tu le fais pas, personne ne le fera. Donc on sait que notre nom va être partout, mais vas-y. Et donc c'est comme ça que j'ai publié. Et comme je connaissais suffisamment de journalistes pour leur avoir dit non pendant des années, quand je leur ai dit hey, tu veux lire ça, ça a fait boule de neige. Donc tu as sorti publiquement le fait que, si je le mets de cette manière, tu as été virée parce que tu es une femme? Non, j'ai été la seule femme sur les exécutifs, et si tu veux, j'ai été undermined tout le temps par mes collègues masculins. Mais alors tout le temps. La ça s'appelle un délit genre. Un délit genre, mais à la fin, c'est un peu ça. Donc tu te fais virer parce que tu es une femme. Mais si j'avais été une femme calme, qui dit oui, bien à ta place, bien à ma place, je serais restée. Tu regardes pas? Non. Comment? Il y a un moment quand même là-dedans, tu te dis mais finalement, est-ce que j'imagine, tu t'es quand même vraiment posé la question au-delà de tes enfants et d'être visible, c'est que ça aurait pu te coûter, ou peut-être que ça t'a coûté dans ta carrière. C'est qu'on se dit en fait Françoise, elle est chiante, tu vois. Non mais pardon, mais tu vois. Ils disent pas le mythe, c'est pas que je suis chiante. Le mythe, c'est que je suis assez dure. Ce que je préfère. Est-ce que c'est un mythe? C'est la question. C'est ce que je suis assez directe. Ouais. Non, mais tu l'as dit aussi. Je pense que tu es claire et dure. Enfin, je pense que. C'est pas dur, c'est clair. Oui. Mais. Et puis tu sais, encore une fois, quand tu es dans la tech, il faut que tout le monde a un mythe. Quoi. Quand tu es une femme, on essaye toujours de te mettre dans une case. Il y a pas beaucoup d'acceptance que tu peux être un jour. Une mère, le lendemain, tu peux être un exécutif, le lendemain, tu peux être un hiker dans le Yosemite. Non, il faut qu'on te mette une étiquette. La pire étant toujours, celle qui revient, c'est hystérique. Hystérique. Ah oui, ça, je l'ai eu aussi dans ma carrière, oui.
C'est pour ça qu'être clair et calme, ça marche bien, parce qu'on ne peut pas te reprocher normalement, si tu y arrives, d'être hystérique. Mais, non, mais même si tu es clair ou calme, on va te dire que tu es hystérique. Malheureusement, j'ai entendu ce terme des fois. Et pour moi et puis pour d'autres femmes aussi. Oui, ouais. Je trouve que c'est vraiment un terme qui revient très souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu publies ça. Donc, je publie ça. J'ai eu énormément de support des gens avec qui je travaillais à Google. Jack a retweeté mon truc. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et de Square. Et de Square. Suzanne Wojcicki, qui malheureusement est décédée cette année, a aussi retweeté. Donc, j'ai eu énormément de gens de la vallée qui m'ont appelé. Il y a d'autres gens à Google, je ne vais pas donner le nom, mais qui m'ont appelé en me disant dis-nous ce que tu veux qu'on fasse pour t'aider. Donc, j'ai eu énormément de soutien de mes peers en me disant tu as fait la chose correctement. Et donc quand il y a eu un moment donné où il a fallu négocier donc avec Pinterest, moi j'ai mis comme condition que d'abord j'ai récupéré des fonds pour des associations qui allaient promouvoir les femmes et les minorités dans la tech. Donc c'était partie de mon settlement. Et j'ai aussi demandé à ce que je signais pas une NDA. Donc, pas d'accord de confidentialité, un accord donc, pour donner une partie des fonds que tu as réussi à négocier à des associations pour aider les femmes et les minorités. Et les minorités. Et aussi demander à ce que le montant soit public. Ok. Parce que pour moi, c'était important de dire aux gens, vous voyez, ça existe quand même. Et ça vaut la peine, surtout aux femmes, ça vaut la peine de se battre. 22,5 millions de dollars. Oui. Incroyable. Et ça met combien de temps, un accord comme ça à se faire? Pas tellement longtemps. Il faut que ce soit rapide, de toute façon, sinon il faut que ça soit rapide. C'était l'argument que j'avais moi. Parce que j'ai été virée, quand j'ai été virée en février-mars, je ne me rappelle même plus, première semaine d'avril peut-être. Et en fait, le settlement est appelé en novembre. Okay. Mais ça a été, je dois le dire, j'ai pris ça comme un travail. J'ai pris ça comme un travail. Donc, j'ai travaillé là-dessus pendant 6-7 mois. Être sûr que mon blog, il était bien. J'ai eu des éditeurs qui m'ont aidé à vraiment, encore une fois, si tu le lis, tu le verras, être extrêmement clair, extrêmement précis, spécifique. Être aussi pas complètement trashing, mais vraiment expliquer comment on arrive à une situation comme ça. C'était plus important pour moi de discuter des problèmes core que de ce qui m'était arrivé. Et puis après, tu vois, travailler avec les journalistes, et puis après, travailler, parce que quand on fait une démarche comme ça, il faut collecter tous les témoignages des gens qui ont vu ce problème-là. Chez Pinterest. Chez Pinterest. Okay. Et qui l'ont vu pour toi ou qui l'ont vu dans l'absolu? Qui l'ont vu pour moi. Okay. Moi, parce que c'est ça mon... C'était des témoignages, il y avait peu d'écrits ou de choses comme ça? Il y avait énormément d'écrits. Ah oui, aussi. Parce qu'ils ne sont pas forcément très malins. Donc, tous les remarques sur moi étaient en fait en écrit. Donc, pas mal de gens ont pris leur téléphone et m'envoyaient ce qu'ils voyaient sur leur email en me disant c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Donc, en fait, c'est un travail de fond de faire ça. Okay. Comment ça se vit moralement dans la tête, ça? C'est un combat Non. Je dormais la nuit. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment rare que je dorme pas la nuit. Je suis une très grosse dormeuse. C'est vraiment rare que je dorme pas la nuit. Si je dors pas la nuit, ce sera peut-être à cause de mes enfants, mais pas à cause de mon boulot. Ce sentiment d'injustice totale, peut-être. Enfin, il y a un moment, ça doit te rendre. Enfin, quand tu essayes de t'as donné tout ce que ça t'a donné, ça doit quand même te rendre malade, non? Ça rend malade, mais en même temps, tu veux, ça m'a pas fait questionner ce que je suis. Tu vois, parce que j'ai travaillé tellement d'années dans la tech. Je connais tellement, il y a tellement de gens qui sont super supportive. Tu vois, je me suis pas sentie, ce qui est un privilège, je me suis pas sentie seule. Tu t'es pas sentie délaissée, ok. Ouais, je me suis pas sentie seule. Et ça, c'est un privilège énorme parce que je pense que quand on a 30 ans et qu'on expérience ça, on est probablement beaucoup plus seul que moi à 5 ans. Je comprends. Donc ça, c'était un atout extraordinaire. C'est un privilège que j'ai eu d'avoir ça. Qu'est-ce qu'ils en ont? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils en ont tiré peut-être chez Pinterest. Tu m'as dit que vous étiez en bons termes. Ou non, pardon, tu me l'as pas dit. Je l'ai lu quelque part. Ouais, non, tu me l'as pas dit visiblement. Non, mais j'ai cru que ça allait peut-être. Mais est-ce qu'eux en ont tiré des conséquences? Est-ce que ça a changé des choses dans leur management et dans la culture? Tu le sens ou... Ça a changé dans leur management. Il y a pas mal du management qui n'est plus là. Oui. Donc ça, c'est quand même... Je sais pas si en Europe, si j'avais écrit quelque chose comme ça, le boss aurait sauté. Pas sûr. Pas sûr.
Donc, il y a quand même eu des changes dans le management. Je connais plus personne à Pinterest. Mais c'est dur de changer une culture. C'est vachement dur de changer une culture. J'imagine. En effet, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant. Si on la construit pas dès le départ, c'est ça que j'ai Elle se construit toute seule. Hein. Si tu la construis pas dès le départ, elle se construit de... C'est ça mon erreur. J'ai complètement underestimé le poids de cette culture qui est nourrie jour après jour par le leadership. Et cette espèce, et tous mes collègues aussi, d'une certaine façon, avaient ce manque, ce qu'on appelle aux États-Unis, psychological safety. La sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est un endroit comme ça où tu vois le boss qui undermine les gens, qui prend des décisions complètement parce que c'est le dernier qui parle dans la salle qui a raison. Si tu veux, ça crée une ambiance horrible. Je sais que par exemple quand le S1 est sorti, donc le S1 c'est le document que l'on fait quand on va en IPO. Okay. Et en général dans ce document il y a les 3 personnes les mieux payées. Et quand les gens ont réalisé quelles étaient les 3 personnes les mieux payées à Pinterest, il y avait une queue sur le bureau du CEO, d'ingénieurs qui avaient été là pendant des années, qui étaient très haut placés, qui disent pourquoi moi je suis pas là et pourquoi ceux-là qui sont arrivés il y a 1 minute, pas 1 minute mais 10 mois avant, sont payés si tu veux, quand tu fais les choses qui sont pas transparentes, mais qu'à un moment donné, il y a, parce qu'un S1, c'est quelque chose de très public et transparent, ça va te sortir dessus. Ça te saute à la gueule, ouais. Voilà, c'est inévitable. Et est-ce que ça a changé quelque chose pour les femmes dans la tech? J'ai l'impression que toi, j'ai lu un peu partout que beaucoup de gens te contactaient. J'ai littéralement un appel par semaine. Ok. Peut-être un peu moins maintenant. Maintenant, c'est peut-être un par 2 semaines. Et ils ne sont pas tous valables. De femmes qui sont là, que j'aide. Il y en a certains à qui je dis, bon, ce sont les cabinets d'avocats qui peuvent t'aider. Mais aussi, par exemple, je suis allée aux 30 ans de ma réunion de Harvard il y a 3 semaines. Et j'ai discuté avec une fille qui est très bien réussie, qui est CEO, qui m'a dit, François, tu as beaucoup de chance aussi d'être en Californie. Parce que Californie, c'est un État qui est extrêmement progressif et qui protège les gens, les travailleurs de façon beaucoup plus grande que d'autres États. Si vous êtes dans l'Alabama, mon procès n'aurait jamais marché. Texas peut-être il faut comprendre ça, que la Californie, c'est quand même un État très progressif, très avancé. Depuis, ils ont sorti une loi les gens n'ont plus le droit de demander, donc ça a été fait aussi à la suite de ce que j'ai partagé, on n'a plus le droit pour abus sexuels, harassement ou autre, de faire signer un NDA. C'est énorme ça. Donc tu n'as plus le droit d'avoir, en gros, si jamais tu as du harcèlement sexuel ou des problématiques autour du harcèlement, quoi qu'il arrive, tu peux plus signer un accord de confidentialité pour dire ok, on n'en parle pas, je te paye un peu et on garde ça sous le coude. Non. Donc c'est obligé de sortir. Ouais, non, c'est ton choix. C'est ton choix, mais en Californie, si quelqu'un te dit, tu te demandes de signer un NDA, c'est illégal. Tu peux même les reporter. Ce qui est, je pense, très sain d'ailleurs, parce que c'est très sain évidemment pour les 90% de cas où peut-être, je sais pas, mais où c'est valable, où c'est vrai, mais aussi pour éviter des gens qui vont signer des accords dans des moments où ce serait pas forcément nécessaire, quoi. Ouais. Moi, encore une fois, je suis pour la transparence, la clarté. Ok. Ça a évolué dans la vallée, tout ça, les femmes, non. Je sais pas, j'ai pas suffisamment de data points, mais parce que quand vous avez, il y a quand même énormément de licenciements dans la vallée dans les derniers 18 mois, je pense que les femmes sont pas forcément les mieux placées. Aussi, moi, quand j'ai fait, il faut quand même comprendre qu'il y avait tout ce mouvement de MeToo, dont j'ai bénéficié d'une certaine façon, qui est beaucoup plus diffus maintenant que ce qui ne l'était à l'époque. C'est intéressant tout ça, parce qu'il y a tu vois, tu me parles d'état progressiste. Tu me parles finalement de travail, souvent en équipe, dans tout ce que tu me racontes sur les années de Google et dans toutes ces années-là. En fait, on est
quand même sur un gros retour en arrière. On l'a évoqué tout à l'heure au tout début, mais donc le Founders Mode, je partageais ça, je te disais dans ma newsletter, et toi tu m'as envoyé un article. C'est Christine Scott, c'est ça que... Kim Scott, pardon, du New York Times, un post qu'elle a fait hier, enfin ces derniers jours, et ce qui est un peu contre le Founders Mode, mais on rentre dans une phase dans laquelle l'autocratie, le boss suprême qui choisit revient en force. C'est sans le... Pardon, je vais faire peut-être des raccourcis, mais le masculinisme à mort, tu vois, l'espèce d'autorité à l'ancienne. Et ça, les investisseurs en raffolent, parce qu'en gros, on se dit il faut arrêter de se protéger derrière ses équipes, etc. Le mot que j'avais eu, qui a plu, hein, je trouvais ça intéressant parce que c'était dit de manière assez rigolote, mais avec un type qui s'appelle Olivier Dellenbach, en France, qui disait, qui reprenait, alors c'est une citation, je crois, de Clémenceau, on l'avait attribué à Churchill, mais je sais pas, c'était pour prendre des bonnes décisions, il faut être un nombre impair, et quand on est 3, c'est déjà trop. Et tu vois, on est clairement dans ce founders mode qui est quand même vraiment, t'es un fondateur, tu prends tes responsabilités et t'avances. On est totalement aux antipodes de ta transparence, ta clarté, tout ce que tu décris là. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive là? C'est des gens qui ont le pouvoir de l'argent. C'est quand tu peux t'acheter Twitter pour 44 milliards et la compagnie en vaut moins de 10 maintenant, tu as le pouvoir de claquer 34 milliards. Tu peux pas résister à ça. Ce pouvoir-là est énorme. Le pouvoir de l'argent est énorme. Donc cette consolidation auprès de quelques fondateurs, et en fait il faut quand même reconnaître que c'est pas le cas de tous les fondateurs. Il faut aussi regarder les autres fondateurs dans la vallée qui ne sont pas en founder mode. Encore une fois, tu vois, moi je crois beaucoup aux notions d'équilibre, et quand je regarde des fondateurs ou quand je regarde des gens que j'embauche, je regarde les gens qui sont capables d'être T-shape, tu vois, qui sont capables d'avoir Formanté. Ouais. La formanté, voilà. Ouais. Qui sont capables de comprendre les problèmes dans leur intégralité. Mais quand il y a un problème, ils sont capables de descendre dans le problème, mais de remonter très vite. Et ils sont aussi capables d'écouter les gens qui comprennent le problème bien. Et je pense que écouter, c'est vraiment important. Même si on pense que c'est, oh là là, c'est un idiot, je peux pas comprendre, c'est quoi ça? Mais on apprend toujours. Et ce manque d'écoute, et on parle un fondateur qui a évolué énormément là-dessus, et c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens utilisent Steve Jobs. Steve Jobs, la première génération, c'était quelqu'un qui était tout seul, qui était en founder mode, il a perdu sa boîte, il revient, il embauche Tim Cook, Johnny Ive, Phil Schindler, des stars. Tous des gens qui sont restés, qui ont tout fait, et la société a complètement décollé. Donc, j'utiliserai jamais Steve Jobs en founder mode. Mais par contre, Steve Jobs, il était capable de descendre quand il avait besoin. Mais je suis sûre qu'il s'occupait pas de savoir comment on organisait une équipe de vente. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment... Il faut avoir cette capacité à descendre dans le problème. Il faut l'avoir. Mais c'est vraiment pas tout. C'est 30% de ce que tu dois être capable de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même promu par, je dis peut-être des conneries, mais j'ai cru lire Andreessen Horowitz, enfin tous les géants de l'investissement et beaucoup de grandes voix de la tech sont en train de dire, et je vais être très honnête, moi quand je partageais l'article, parce que Paul Graham j'aime beaucoup aussi, et c'est des gens quand même, toutes ces personnes qui sont iconiques, tu vois, ici, il y a un moment où je le lisais d'une autre manière, qui était de dire... c'est vrai qu'il y a des moments où si t'es pas trop founders mode, enfin, il faut être radical, tu vois, il faut être capable de dire, ok, tu sais quoi, je vous ai écouté, mais maintenant, je pense que la décision, c'est ça, et on avance. Et ça, je suis d'accord. Et c'est pas toujours facile de trouver l'entre-deux, parce que le founders mode, il a un peu un côté courageux aussi, tu vois. Oui, et ça, je suis d'accord que des exécutifs doivent avoir le courage de prendre des décisions difficiles. Ils doivent les expliquer. Le problème que je vois... Ce que je pense, c'est qu'en fait, le fondement de l'article de Paul Graham est ce qu'il est, mais je pense qu'il a été adopté et perverti par une tranche d'investisseurs. Et encore une fois, je les connais pas, donc j'ai aucune opinion à part ce qu'ils écrivent. Ils l'ont utilisé d'une façon où moi, je vois autre chose là-dedans.
Ce que je vois en founder mode, c'est quand il y a un problème, il faut vraiment, c'est au fondateur de prendre les décisions. Je donne le cas de Pinterest, il y avait des problèmes, le fondateur prend pas de décision, ça crée cette culture passive-agressive. Donc, je comprends complètement ce mode d'opération, mais en même temps, il faut être capable de l'expliquer. C'est ça, moi, je pense que la différence. Parce que je sais pas, je connais pas qui est resté à Twitter, mais plus grand monde, ouais. Je sais pas qui ils sont, pourquoi ils sont encore là, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y a, je sais pas. Tu vois, je veux dire, tu peux pas. Et c'est vrai qu'il y a une autre personnalité iconique qui est très founders mode. J'ai l'impression, tu en parles en sous-jacent, mais Elon Musk est quand même quelqu'un qui est assez hardcore là-dessus. Alors, il doit quand même bien être entouré par des gens super intelligents, parce que pour sortir du SpaceX et des gens comme ça... Alors, je pense qu'à SpaceX, il y a une dame, comment ça s'appelle, Gwyneth... I can't remember her name. Je vais trouver. Ce qui te dit qu'elle est vraiment pas média et not self-promotion, mais elle est le CEO de SpaceX et je pense qu'il lui doit beaucoup. À Tesla, il n'a pas la même chose. Tesla, ils ont sorti... je sais pas quoi, leur robotaxi, quand tu compares à Waymo. Ouais. On n'a pas encore essayé Waymo. C'est pas. Ah, il faut l'essayer à San Francisco. On va essayer ça. C'est génial. C'est les voitures totalement autonomes. Yeah, ça, c'est vraiment super. Hein. Moi, mes enfants, ils sont dans un Waymo, ils m'envoient la vidéo. Gwyneth Shotwell. Gwyneth Shotwell, ouais. Elle est extraordinaire, cette femme. Mais tu la vois jamais dans les médias. Hein. Non. Et vraiment, il lui doit énormément. Et il y a Gwyneth Shotwell et son équipe, ils sont extraordinaires. J'ai compris ton approche de la clarté, la transparence. Si on doit réussir dans ce que j'appelle les big tech américaines, donc aujourd'hui, est-ce que ça suffit? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, pour celles que je connais, de près de loin, alors c'est vu depuis la France. Hein. En France, c'est toujours assez spécial parce que souvent, tu as un gros bureau à Paris, un hub. Mis à part si tu es sur l'IA où tu peux avoir un rapport direct avec les États-Unis, tu as toujours un intermédiaire qui est l'Angleterre. Londres, où tu as le bureau, le HQ européen, le headquarter européen, et après le bureau aux États-Unis. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire une belle carrière dans les big tech, dans des big tech comme ça? Est-ce qu'elles sont trop différentes? Est-ce qu'il y a un point quand même singulier ou... Je trouve qu'il y a, moi, de ma perception, il y a désormais peut-être beaucoup de politique. De gens qui prennent pas de décision suffisamment. Correct. Moi, si j'étais jeune maintenant... J'irais pas dans une big tech. J'irais pas dans une big tech, j'irais encore dans une start-up. Mais ce que je trouve génial maintenant, quand même, qu'on voit en France, c'est, tu vois, moi, ça fait un moment que je suis ici, personne ne m'appelait. Le seul qui m'a appelé, c'était Pierre Bellon, quand j'étais chez Google. Je sais pas comment il m'a trouvé. Et il me voit, il m'a dit, est-ce que vous voulez être sur notre conseil? Je dis non, mais attends. Patron de Sodexo, ouais. Ouais. Et en fait, moi, j'y suis allée parce que c'était une compagnie qui était à 180 degrés de la tech et qui était quand même très successful. Et donc, encore dans cet esprit, je me dis, je vais quand même comprendre ce qu'il fait lui, qui est pas du tout tech, qui est super successful. Et en fait, je connaissais qu'il était de Marseille. Donc, ça m'intéressait de travailler avec Pierre Bellon. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée au conseil de succession. Mais sinon, personne ne m'appelait. Mais les 5 dernières années, j'ai eu énormément d'appels, énormément d'entrepreneurs en France qui commencent des boîtes qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Donc, il faut réfléchir. Où est l'innovation? Je pense que l'innovation est encore plein à Silicon Valley. Hein. Mais encore une fois, moi je suis optimiste. Je pense qu'elle est aussi ailleurs. Je pense qu'en France, il y a des choses sympas qui se passent. Ok, donc on regarde bien les grandes pousses françaises qui sont très orientées et très focus sur leurs produits, ça c'est important, on l'a noté, et puis qui sont transparentes. Ouais, qui ont une culture un peu différente. Intéressant. Qu'est-ce que tu vois qui t'impressionne? Enfin, si on parle beaucoup d'IA, évidemment, mais là-dessus, il y a des choses qu'on voit pas depuis... Tu vois, il y a 2 choses, moi, qu'on m'a dit depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis, c'est à quel point l'IA obsède tout le monde, mais par exemple aussi à quel point l'espace obsède tout le monde ici. C'est ce que j'allais Nous, l'espace, on s'en fout depuis... Enfin, un peu, hein, mais... L'espace, c'est incroyable. Il y a des tas de startups. Alors, il y en a un petit peu dans la Californie du Nord, mais elles sont toutes à LA. Ok. Et à LA, tu as un réseau de startups. Il y a un ancien CTO d'Airbus, qui est un Ukrainien, qui a cette compagnie, je trouverai le nom, mais enfin, je connais le principe, c'est une compagnie qui fait des avions propulsés à l'hydrogène. Ok.
et qui a trouvé un système où tu n'as pas besoin de trop de retrofit les avions et qui peuvent marcher donc à l'hydrogène. Donc le retrofit, ça serait faire avec des avions quasiment identiques à ceux qui existent aujourd'hui. Voilà, okay. Voilà, qui est retrofit. Je te trouverai le nom de cette société. Qui est super. Il y a des tas d'idées dans l'aérospace qui sont super. Moi, je te dis, j'ai 3 enfants qui ont grandi dans Silicon Valley. J'en ai 2 qui ont étudié Mechanical and Aerospace. Ok. Et bon, ils savent coder parce que coder, c'est pas quand tu habites ici, que tu es dans un milieu privilégié. Si tu veux coder, tu codes à 10 ans, 12 ans. C'est pas un différenciateur. Mais par contre, ce qu'ils sont passionnés par, ils veulent aller sur la Lune, ils veulent aller sur Mars, c'est vraiment pour les gens éduqués, etc. C'est vraiment le nouveau Ouest. Et c'est Paul Eremenko, oui, c'est ça? Paul Eremenko. J'essaie de retrouver la United Technologies Corporation. Je retrouve la société, je vais retrouver. Hydrogen.aero, ça doit être ça, non? Oui, c'est ça. Okay. Mais pourquoi? Pourquoi l'espace? C'est un peu, je trouve, la question qu'on se pose, nous, à chaque fois. C'est vrai, c'est une bonne question. Moi, je préférais qu'on travaille sur le climat, mais bon. Pourquoi l'espace? Il y a un côté magique de l'espace, quand même. Et quand tu es dans un pays comme ici, tu sais, il y a quand même ce côté optimisme, magique, de nouvelles frontières qui existent toujours, je pense, dans la culture américaine et dans l'esprit américain. Donc, l'espace, c'est la dernière frontière. Oui. C'est un pays qui est né là-dessus, hein, de toute façon, sur l'exploration. C'est un pays qui est né là-dessus, tu peux pas l'enlever, ça. Et sur l'IA, est-ce qu'il y a des choses que tu vois, qu'on voit pas, des mouvements Tout le monde en a tellement parlé de l'IA. Ouais. Je pense que l'IA, en fait, le grand slogan, je suis sûre que tu l'as entendu, c'est que tu vas pas être déplacé par l'IA, mais tu vas être déplacé par les gens qui savent utiliser l'IA. Ce que tout le monde te dira dans la vallée maintenant, quand les gens disent ça va déplacer des jobs, c'est sûr. Ouais. Mais toutes les technologies le font. Il faut s'y intéresser soi-même, quoi, à fond. Il faut quand même s'y intéresser. Et puis là, il faut séparer ce qui va améliorer ta productivité personnelle ou dans ton entreprise à partir des outils qui vont t'aider à faire customer support, marketing, sales, legal, puis ça. Et après, tu dois vraiment réfléchir, est-ce que ton business model va être disrupté par l'IA? Ça, c'est clair. Et il faut réfléchir aux 2 conversations. Et le problème, les gens probablement réfléchissent à la première conversation. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, encore qui réfléchissent à la conversation fondamentale, c'est est-ce que mon business va être disrupté par l'IA? Ouais, je voyais cette jeune femme à New York qui était actrice voix pour des doublages et des publicités. Et je lui parlais de Notebook LM, je sais pas si tu as vu ce truc, que tu rentres un PDF, je sais pas, soit une histoire, soit un quarter result d'une société, et puis tu lui demandes il te fait un podcast de 10 minutes dans lequel les gens dialoguent sur le PDF et t'expliquent les résultats de Coca pendant 10 minutes, tu vois, avec une voix chaleureuse, des petites erreurs dans les intonations. Tu dis waouh, quand t'es actrice voix, ça va être compliqué quand même, et comme les traducteurs. Quoi. Ouais. Et mon mari l'utilise ça, parce qu'il parle pas français. Et ça fait un moment qu'il n'a pas utilisé, donc peut-être que ça s'est amélioré. Donc il parle en anglais et on le voit parler en français très très bien. Oui, ça s'est hyper amélioré. Et on voit ses lèvres qui font les mouvements du français. Ouais. Et le seul problème, c'est qu'il a quand même un petit accent québécois quand il parle français. Très drôle. Mais ça, je crois que maintenant, tu peux choisir l'accent en plus. Mais non, quand c'était il y a 6 mois, tu sais, là, tu as quand même un petit accent québécois. Non, mais ça change assez vite, en effet. Ça va pas nous aider à essayer d'apprendre des langues étrangères, hein, quand même, tout ça. Mais ce sera quand même... Non, il n'y a plus besoin d'apprendre des langues. Tu sais, moi, par exemple, j'adore la musique. J'aime bien la musique. Et j'ai des fine motor skills horribles. Donc, j'ai essayé de prendre la guitare. Quand j'étais enfant, le piano, c'est une catastrophe. Mais j'ai quand même de l'oreille. Et je me dis, l'IA va m'aider le jour où je me dis, je veux composer de la musique. J'aurai plus cet obstacle de l'instrument. C'est quand même super, ça, de se dire qu'on peut faire quelque chose comme ça. Intéressant, ouais. Non, mais je pense que tu as raison, on ne le dit pas assez. C'est vrai que moi, je promeus l'usage de l'IA au quotidien. Mais je t'avoue que et je pense qu'ils s'en sortiront très bien, mais récemment, moi, j'ai vendu ma boîte, une agence digitale, mais dans laquelle on faisait des sites internet, du contenu, et
de l'accompagnement stratégique. Là, c'est le truc sur lequel il y a quand même encore du boulot parce que de marque et d'identité, etc. Mais tu dis création de site internet, je te parlais de Squarespace ou création de contenu. À un moment, je me dis, je suis aussi assez content. Ça va être très challenging ces business. Il faut vraiment être très, 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 très fort pour. Ou alors savoir maîtriser l'IA sur le bout des doigts tout le temps. Ça doit être une obsession. C'est ça. C'est-à-dire que tu seras peut-être pas déplacé, mais si tu l'utilises pas, ton compétiteur va le faire et ça va être mieux. Très intéressant. Toi, tu vas me raconter ce que tu fais rapidement aujourd'hui, mais avant ça, en fait, Nicolas Zilberstein hier, si je peux le balancer comme ça, Nicolas, on s'est pas encore rencontré, mais tu m'en voudras pas. Mais il me disait, on l'a senti aussi pour toutes ces femmes, mais un mentor pour beaucoup de personnes ici que tu vois, que tu accompagnes un peu. Tu le sais, je vois que ça te gêne un peu, mais j'aime pas trop le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu fais pour qu'ils nous disent ça ou ils viennent te voir, t'es un oracle? Alors ça, j'aime encore moins. Donc, moi, j'ai eu énormément de chance dans ma vie. Enfin, j'ai quand même travaillé, je vais pas te dire, c'était pas que de la chance. Hein. Mais je suis dans une époque de ma vie où c'est plus important pour moi aussi de rendre aux gens. Et bon, je fais des choses philanthropiques, mais j'en parle pas trop. Mais parce que j'ai pas les hundreds of billions of dollars des gens qui pourraient le faire de façon beaucoup plus puissante que moi. Donc, si tu vois Mark Andreessen ou whatever, c'est give money to philanthropy. Donner de l'argent. Donner de l'argent aux philanthropies. Mais c'est ma façon de give back. Quand les gens me demandent et qu'ils ont travaillé avec moi, parce que comme j'ai travaillé dans plein d'endroits, je connais pas mal de gens. Et si tu veux, c'est aussi comme ça que j'ai eu mon job à Square. Tu vois, quand on me dit comment t'as rencontré Jacques Dorsey, je dis, il y avait quelqu'un qui était dans mon équipe que je connaissais pas, qui un jour m'a envoyé un email en me disant, You are an amazing leader. Come and meet Jack Dorsey. C'était à l'époque où il avait été juste viré du premier Twitter. Et il me dit, he just got fired from Twitter and we are building this company. And, you know, et les gens, je suis approchable, je pense. Si quelqu'un, pas pour la personne random avec qui j'ai jamais travaillé, ou etc., mais une personne avec qui j'ai une expérience commune, si ils disent, can we take a coffee break? I say, yes, sure. Ok. J'ai l'impression qu'ils apprécient tant sur le niveau professionnel que personnel, que sportif, que des ressources, Mathilde dit, ouais. Yeah, I'm happy to help. You know, again, I'm the old lady. La vieille femme, je suis la vieille dame maintenant. La sage, c'est plus classe, c'est plus vrai, c'est pas si vieille. Ok, qu'est-ce qu'on dit à toutes ces personnes, tous ces mecs peut-être, je sais pas, mais qui tiennent la vallée et qui font pas assez attention? Comment on peut changer ça? Comment on peut casser le pavé dans la mare? Qu'est-ce qu'on leur... Tu sais, c'est dur de dire, mais en anglais, il y a une expression qui dit « tu votes avec tes pieds ». C'est-à-dire que, est-ce que tu vas aller travailler avec eux? Est-ce que tu vas prendre leur argent? Est-ce que tu vas aller chez eux? Ils ont énormément de pouvoir, mais tu as aussi le pouvoir de décider, si tu veux. Une compagnie comme Apple, tu vois jamais Tim Cook avoir une pousse de masculinité prononcée et essayer de te vendre des trucs dont il a aucune relation avec. Donc, tu as des gens comme Mark Cuban, Reid Hoffman, qui commencent maintenant à être un peu plus vocales pour justement donner un autre équilibre, que la vallée, c'est pas forcément que c'est les gens comme ça. Look, tu sais, moi, je pense qu'ils trouvent leur bonheur où ils veulent. Et moi, je crois pas en autocratie, si tu veux. Ça a été démontré sur toute l'histoire du temps, depuis les Athéniens, que l'autocratie ne marche pas. Mais tu as encore des gens qui croient que l'autocratie va marcher. Et en fait, ce sont eux qui seront à la fin punis par l'autocratie. Mais ils ne le comprennent pas. Et ils n'ont qu'à lire des bouquins d'histoire. Si j'ai un conseil à leur donner, please go back to your history book. Pourtant, ils y viennent beaucoup dans la vallée. On entend beaucoup sur les podcasts que j'écoute, beaucoup de gens qui vont te parler des penseurs grecs, romains, etc. Mais bon, ils en prennent un peu le stoïcisme, Marcus Aurelius. Non. Ils lisent pas les histoires. Comment naît une démocratie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'étais sur le conseil d'administration d'une société qui s'appelle Velocity Global. Ouais.
Donc, on aide les sociétés à embaucher de partout dans le monde sans avoir à créer une entité légale. Donc, c'est intéressant. C'est une société qui a 10 ans maintenant, qui n'était pas au départ une société tech, mais qui a une connaissance de la compliance, qu'on appelle la compliance, dans 185 pays dans le monde. Et on a des gens localement. Et donc, le challenge, c'est de mettre cette société, et donc l'IA va aider aussi, de transformer cette société d'une société de service à une société qui va être une tech plateforme. Donc, on a commencé PLG, on a commencé à avoir cette même stratégie. Et en fait, comme j'étais sur le board, quand le CEO précédent donc, est parti, on voulait pas commencer une autre recherche. Donc, j'ai dit, OK, moi, je suis d'accord de le prendre. C'est littéralement dans mon backyard. Ça fait un moment que je travaillais plus, mais j'étais sur pas mal de boards. Je me suis dit, OK. Sachant que je t'ai vu dire quelque part dans un journal belge que tu reprendrais pas, que tu avais fait ton temps. Je sais que j'avais fait mon temps. Il y a un an, même pas. C'est ce que je dis tout le temps. Quand je suis partie chez Square, j'ai dit, OK, je vais plus travailler. 9 mois après, j'étais chez Pinterest. Donc, je sais que ça, je suis pas toujours très honnête avec moi-même. Mais moi, j'aime bien, tu vois, être un advisor ou être sur des conseils. Le travail d'équipe, le brainstorm, the fight. Tu vois, l'idée qu'on va vraiment se battre pour gagner un marché, etc., n'existe pas. Et ça me manque. Donc, je reprends. Je comprends. C'est un peu comme ce que fait Alex Boisis. Tu connais Deal, j'imagine, non ? Oui. Qu'on a reçu. Waouh, il est impressionnant, Alex. Je te recommanderai un épisode qu'on a fait avec lui. Mais donc, c'est une sorte du portage salarial, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est intéressant. Donc, toi, tu es rentré dans une société qui existait, qui faisait ça un peu hors digital, pour après le proposer. Enfin, maintenant, on a pas mal de produits parce que ça fait 2 ans qu'on a lancé. Et l'avantage que l'on a, c'est que notre fondation, si tu veux, de compliance est très solide. Tu vois. Les gens, tu vas pas être attaqué parce que tu as embauché quelqu'un en Tchécoslovaquie et quand tu l'as viré, tu lui as pas donné ses severance. Tu vois ce que je veux dire ? On comprend tout ce qui est compliance. Et ça fait un gros investissement pour passer d'une société non digitale à digitale. C'est quand même un... Plus maintenant. Plus maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, il y a beaucoup de sociétés, ça c'est quelque chose... Moi, j'y crois très fort, hein, mais... Qui peuvent se digitaliser sans... Très vite. Ok. Très vite. En 18 mois, 24 mois, tu peux avoir ton truc digitalisé. Encore une fois, il faut avoir le bon... Ici, on n'a pas commencé avec moi. On a commencé il y a un moment. Ok. Et moi, maintenant, si tu veux, quand tu es un customer, tu peux faire tout ton setup online. Quand tu es un supporter d'employé, tu peux accéder... Maintenant, tu sais, c'est plus difficile. Si tu penses, il y a 10 ou 15 ans, il fallait que tu aies un serveur, un IT provider, il fallait que tu builds tes modèles, etc. Non, mais ce qui est super dur, c'est notamment de savoir si tu fais tout en interne, tout en externe. En interne, non. Fais en interne ce qui est ta propre valeur. Ta propre valeur. Ok. Très intéressant. Merci. J'ai une dernière question à propos aussi pour finir sur la vallée et l'ensemble. On a parlé rapidement, mais de la montée de Trump ici. Moi, c'est un truc qui m'a sidéré. Je te vois exaspéré. Non, mais c'est marrant parce qu'on est arrivé à New York, donc il y a 6 jours maintenant, avant de venir à San Francisco. Et le premier taxi qu'on voit, c'était qu'on prend depuis JFK. Tu prends encore des taxis, toi ? Bah non, on prend un peu tout, des Uber. On était là, on était fatigués, on a pris la ligne. Bon. Et mais en France, il y a un débat autour des taxis et Uber. Mais donc j'aime bien le G7 en France. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Ben oui, mais encore une fois, c'est une société qui s'est sentie disruptée. Ils ont créé un clone. Ouais. More power to them. Ils l'ont bien fait. Après, Exactement. Les taxis redeviennent un peu cons à Paris. Petit message à mes amis taxis. J'en ai 2-3 qui m'ont bien saoulé récemment. Et donc, du coup, j'étais toujours un peu d'un côté et de l'autre. On arrive là, à JFK, on prend ce taxi. Un Indien qui vient du Punjab, qui était là depuis 18 mois, et qui nous dit « Non, mais moi, je voterai Trump ». Et là on regarde, tu dis non mais attends, c'est quoi ce délire en fait, qu'est-ce que tu vois, mec, t'es un immigré, tu veux il dit non mais Trump c'est le seul qui comprend le business. Et donc tu dis, et puis limite il commence à dire, et puis il faut pas qu'il y en ait trop d'autres qui rentrent en fait. Mais mec, tu viens de rentrer quoi. Enfin, et
Mais ça, c'est connu, c'est un phénomène connu. Tu claques la porte pour les gens qui sont pareils que toi. C'est un phénomène connu. Mais donc, c'est quoi? Comment ici, dans cet endroit, on l'a dit, tu vois, tu l'as décrit, qui est aussi progressiste, qui devrait être aussi, bon, qui n'est pas tant que ça sous d'autres aspects, hein, mais comment on revient à ce type qui est pour nous, alors lui, super intense quand même. Hein. Écoute, moi, si je disais que je le comprends, je dirais quelque chose pas vrai. Je le comprends pas. Mais encore une fois, c'est difficile à comprendre quand tu vois où tu habites. Tu es une personne privilégiée. C'est difficile à comprendre quel est le problème du taxi driver qui arrive du Punjab à New York. Et je pense que le problème des hommes politiques en général, que ce soit les républicains ou les démocrates, c'est que je pense qu'à un moment donné, il y a eu cette dislocation des gens qui travaillent. Et en fait, il n'y a pas eu trop d'écoute dans les uns et les autres. Mais on leur vend un rêve américain qui existe toujours, qui est, il comprend le business. Même si Trump passe et qu'il met des tarifs, ça va remonter l'inflation. Enfin, tous les économistes diront que c'est vraiment pas la bonne idée. Mais les gens diront, non, c'est les compagnies chinoises qui vont payer. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile à vraiment expliquer. Les États-Unis, le problème fondamental, c'est que c'est un pays très très grand. Moi, ce que j'aime beaucoup en France, c'est que l'éducation, même si quand tu fais ton lycée à Paris, tu as d'autres avantages quand tu le fais à Marseille, mais l'éducation est quand même assez homogène. Était, je sais plus maintenant, mais était quand même assez homogène. Tu as un curriculum national, tu as quand même... Parce que c'est un plus petit pays, c'est contrôlable, ça. Aux États-Unis, c'est tout. Donc, ça crée des excès dans les deux. Le nombre de gens qui ne sont pas éduqués. Si tu regardes, par exemple, la mortalité des femmes qui ont à l'accouchement, on a des maîtresses qui sont de pays en voie de développement. Incroyable. Parce que les gens ne sont pas éduqués. Si tu veux, le manque d'éducation est dramatique. Donc, ça crée ces poches mais encore, tu vois, le type du Punjab, je le comprends. Moi, ce qui me fait le plus peur, ce qui me choque le plus, c'est des gens qui sont éduqués, qui sont jeunes, et qui vont dire, moi, je vais pas voter pour cette femme, donc je vote pour Trump. Et ça existe aussi. Et pour cette femme, parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme et qu'elle est aussi une femme de couleur. Et ça, on l'a quand même aussi aux États-Unis. Et ce sont des gens jeunes, c'est pas des gens. Donc c'est ça. Moi, dans ma tête, en 2016, on me disait le phénomène Trump, c'est un phénomène d'âge. Ça va partir quand tous ces gens vont, par définition, atteindre la fin de leur vie. Ouais. Et en fait, je me rends compte que non. Et ça, c'est plus. Il y a une question qu'un professeur à Harvard m'a donnée, une question qui est très claire, qu'il faut demander aux gens quand tu penses que la démocratie a des points de faiblesse. La question est est-ce que tu donc est-ce que tu as confiance, est-ce que tu fais confiance à tes concitoyens? Et ben, tu vois, dans les années 80 ou 90, c'était 90%. Maintenant, tu vois, par génération, ça change. Donc, les gens qui ont 60 et plus sont toujours à 70%. Les gens qui sont 40 à 60, ils sont probablement à 50%. Les moins de 30 ans, ils sont à 30%. Ne font pas confiance à leurs concitoyens. Et ça, c'est énorme. Pour bâtir une démocratie, c'est très difficile de bâtir comme ça. Et c'est pour ça que je reviens à l'éducation et au role model que l'on donne aux gens, quoi. Super intéressant. En effet, cette question est bonne parce que je ne saurais pas comment y répondre, moi, en France, en effet. Non. Alors, on a droit aux sirènes, c'est sympa, ça illustre un petit peu... On est dehors. C'est l'avantage. Moi, je ne partirai jamais. Je suis de Marseille, donc il n'y a plus qu'un endroit où je pouvais vivre. C'est dans un autre climat méditerranéen. Si vous voulez le contexte, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder, on le publiera aussi sur YouTube, cet épisode. Il existe encore le rêve américain? Oui. Moi, encore une fois, je suis très optimiste. Je vois des sociétés qui se montent, qui sont vraiment intéressantes. Donc, il existe toujours. Et qu'est-ce que nous, on a Mais le problème, il ne va pas toucher les gens qui croient que le taxi driver is out. Il va toucher les gens éduqués, les gens qui savent utiliser l'IA. Ça va créer des fractures. Ça va créer plus de fractures. C'est pour ça que je pense qu'il y a tout. Si tu fais l'école publique à Palo Alto, c'est pas la même chose que si tu fais l'école publique dans le sud,
dans un, je vais pas donner de nom parce que je veux pas. En Alabama, dans un. Je dirais pas. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça. T'as pas les mêmes chances. Et qu'est-ce qu'on a nous en Europe pour tu vois, on a toujours tendance à se peut-être undermine, comme on dit, se sous-estimer ou est-ce qu'on a des forces je pense que les forces s'érodent quand même. Tu vois, moi, mon père était instituteur et professeur de collège en fin de carrière. Et mon père, c'était ce qu'il appelle un hussard de la République, c'est-à-dire qu'il avait une conviction. On était à Marseille, il allait enseigner dans les quartiers nord. Il avait cette conviction d'intégration. L'instituteur en France est payé rien. Il avait cette conviction qu'il participait à la construction d'un pays, à recevoir les gens, etc. Je pense qu'en France, c'est pour ça que j'ai cette référence à l'éducation. Je pense que c'est important. Il faut avoir un ministère de l'éducation qui soit founder mode. Donc il faut là un ministère de l'éducation beaucoup plus fort. Ouais, en France, tu crois que la France, enfin l'Europe, de ce que je vois, c'est rod, mais toi, ton sentiment, c'est que nous, en venant ici, on a un peu l'impression qu'on se tiers-mondise vis-à-vis des États-Unis, qu'on devient un peu plus, qu'on gagne moins d'argent, qu'on va moins vite. Ouais. Il y a un livre qui est très bon, qui est Mathieu Taïeb sur les sociétés sont fragile and anti-fragile. Ouais. Et en fait, la société européenne, moi, je la vois comme une société fragile. D'ailleurs, dès qu'on veut changer quelque chose dans la société, tout casse. Il y a une révolution, il y a des manifs, et il y a tout ça. Donc, c'est une société qui est fragile. Et qu'est-ce qu'est la fondation d'une société qui n'est pas fragile? Et comprendre ça, c'est important. Okay. Donc, moi, quand j'y vais, c'est l'impression que j'ai. Sometimes, je me dis, ouais. Est-ce que tu viens de m'en recommander un, mais est-ce que tu aurais un livre à me recommander par-dessus tout, Françoise? Je lis tellement que je ne peux pas te dire. Celui-là, il est bien, Antifragile. Alors, Nassim Taleb. Ouais, Ça, je l'ai lu, mais exceptionnel. Exceptionnel. Antifragile, c'est vraiment un concept qu'il faut lire un petit peu, mais qui est pas être solide. Hein. C'est vraiment se dire, à chaque fois que j'ai un problème ou que j'ai un échec ou je progresse. Donc exactement. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de partager avec toi. C'est cette mentalité que je pense c'est quand même encore dans la mentalité américaine. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit, nous, à la fois, on voit tout ça depuis qu'on est là. À la fois, on voit aussi quelques limites. De l'individualisme. Mais parce qu'en France aussi, aux États-Unis, on réfléchit moins. Si tu veux, les gens, ils prennent une décision, ils y vont, quoi. Il y a moins de... Mais tu vois, même certains fails iconiques, alors c'est peut-être qu'un fail et c'est une étape, mais comme Boeing en ce moment, où t'as quand même des choses qui dysfonctionnent. Et ce qui est marrant, alors c'est à New York, je sais pas ici, mais à New York, par exemple, on a ressenti beaucoup de gens qui nous ont parlé de corruption. Moi, j'étais assez. Parce que le mayor, je pense que c'est particulier de New York, parce que le mayor, right now, a été indicté par le district sud, là, qui est le district qui est le plus actif aux États-Unis dans tout ce qui est corruption. Donc je pense que ça, c'est parce que ici on n'en parle pas tellement. Donc je pense que c'est vraiment des mafias qui tiennent les vendeurs de hot dogs, des Égyptiens, on a vu des trucs assez fous. Ouais, on nous a dit des choses assez folles. Mais bon, écoute. Non, nous on a San Francisco, c'est moins urbain. Si tu veux, la Californie, c'est pas très urbain quand tu réfléchis. Ouais. Mais même si on a Los Angeles, c'est une énorme ville, mais c'est pas comme New York ou Boston. Si on veut te suivre, on te suit sur LinkedIn. On mettra quand même ton LinkedIn. Tu publies plus sur ton Medium. Non, je voulais publier l'article de Kim, la mettre sur Twitter, et je me dis parce que je trouve cet article donc si j'avais un plug à faire, c'est de lire l'article de New York Times de Kim Scott et en général de lire tout ce qu'elle écrit parce qu'elle a une vue extrêmement clair, des progrès, mais aussi des échecs de la Silicon Valley. Super intéressant. Kim Scott. On va suivre ça. On va te suivre quand même. On mettra ton LinkedIn. Et puis, sure. Voilà. Except if you want a job. Ouais. Just, and you're a superstar. On va mettre... Pardon. Si vous voulez un travail et que vous êtes une superstar, je prends. Très bien. On a une petite boîte. Une petite boîte. Tu cherches déjà en Europe ou pas? Non. Non, pas encore. Non. Pas encore. Non. Bientôt, quand tu ouvriras tes 120 bureaux dans le monde en 3 semaines. Non, je vais pas faire ça, tu vois. Je pense pas que c'est plus une start-up, c'est différent. Si tu avais l'occasion de croiser Françoise au moment où elle part au Japon ou avant qu'elle décide de partir au Japon et que tu pouvais te dire quelque chose à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Go forward. Continue, go forward.
Les gens me demandent toujours si j'ai un plan. J'ai jamais eu de plan, moi, mais je suis very opportunistic, mais dans le bon sens du terme. J'aime bien me définir comme ça. C'est marrant parce qu'en français, quand tu dis opportuniste, on voit vraiment quelque chose de mauvais. Ouais, mais je pense que c'est un talent de savoir saisir les opportunités. Exactement. Donc je dirais go forward, never look back, which I never did. But... Ne regardez pas derrière. On va de l'avant. Très bien. Voilà. Merci Françoise Breugger. C'était vraiment passionnant. Ouais. Et je vais te dire, je finis quand même. J'aime aussi ta transparence et ton courage ici. Qui est double parce que déjà tu en as fait part dans des postes à droite à gauche, mais aussi parce qu'aux États-Unis et dans des postes plus large corp que tu as eu, nous on a beaucoup de portes fermées parce que les gens parlent pas trop en fait, ils ont peur de l'implication financière, légale, enfin tu vois, le fait d'avoir une discussion très open comme celle qu'on est en train d'avoir ou de finir, c'est vraiment quelque chose qui les stresse beaucoup, tu vois. Oui, parce que les médias ici sont assez difficiles aussi. Si tu veux, ça vient aussi de... Si tu veux, moi, c'est en France. Peut-être que tu vas voir un média ici qui va le reprendre, mais ça m'étonnerait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est aussi beaucoup plus facile quand c'est pas dans ton pays. Merci Françoise. Je vais te donner une autre casquette Génération du 8/7. Okay. Tu as bien fait de nous faire venir dans ce petit jardin parce qu'on était bien. J'ai vu des walking meetings pendant autour de nous, des gens qui faisaient ça, les sirènes, etc. On était dans un bon délire de San Francisco. Merci beaucoup. À bientôt. À Salut. bientôt.